Salut à tous, bienvenue sur Jab Live pour notre nouvel épisode de Jab & Hook, votre format boxe hebdomadaire. Je suis pas de Dylan cette semaine qui a eu un empêchement, on pense fort à lui, rien de grave, mais il sera avec nous bien sûr la semaine prochaine. Et je suis avec un de mes compères habituels, Kabir. Comment ça va, Kabir? Ça va, super, merci. Et toi, à la pêche? Ça roule, on va parler boxe, c'est toujours bon, tu le sais. Et je suis avec un autre personnage que vous avez déjà vu sur Jab & Hook et sur Jab Life, Philippe Azap Pipa sur les réseaux. Vous pouvez aussi retrouver sa chaîne Sweet Punch Memories, analyste en chef de la technique en boxe et en sport de combat en général. Comment ça va, Philippe? Salut les gars, ça va? Tranquille? Et ça va, ça va. Et si vous avez suivi la chaîne, vous savez que quand il y a Philippe, c'est qu'on va parler de boxe japonaise. Donc voilà, on vous réserve, ce sera la fin de l'épisode. Il y a une belle soirée qui s'annonce au Japon avec le chouchou Kenshiro. Donc bien sûr qu'on va vous faire la preview, c'est dans les jours à venir du côté du Japon. Mais d'abord, gros week-end à débriefer, les gars. Il y avait un week-end exceptionnel de boxe la semaine dernière. Je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs, même sur les commentaires, qui attendaient notre débrief. On n'a pas pu le faire avant, mais on a du temps devant nous, beaucoup de choses à dire. Donc on va se lancer direct. Et à tout roi, tout honneur, messieurs, Alexander Usyk a battu Daniel Dubois. Kabir, j'allais le dire comme prévu. On ne s'est pas beaucoup trompé quand même sur la preview. Il y a un monde d'écart. Je vous donne la parole tout de suite et on va rentrer après dans des détails plus techniques et tout. Il y a un monde d'écart entre Alexander Usyk et Daniel Dubois. Kabir. Ouais, clairement, tu le disais, hein, il y a des niveaux dans ce game. Il y a des niveaux et là, on a clairement vu que Dubois et Usyk, ils boxaient pas dans la même discipline, limite. Dans le sens où, en fait, Dubois, du début à la fin, il était en mode survie, finalement. Il a eu quelques fulgurances, mais il n'a pas trouvé de solution. Et ça n'a été qu'une question de temps pour que Usyk puisse imposer son style et finir avec la manière. Donc, tout le respect, un énorme respect à Daniel Dubois, mais en fait, Usyk, c'est un ovni. C'est aussi pour ça qu'on l'a autant encensé, qu'on est autant dithyrambique avec lui. C'est un boxeur qui montre qu'il y a des niveaux dans ce sport. Et voilà, comme on s'est dit hein, dans la preview, on avait dit on aurait pu avoir un upset parce qu'on est chez les poids lourds, parce que Dubois c'est un gros puncher aussi, mais c'est pas se mouiller forcément que de se dire qu'Usyk allait gagner. Donc magnifique performance et puis après voilà la suite elle est tracée puisque le gros débat c'était de se dire si Usyk avait des difficultés face à Dubois, ça aurait mis en perspective la performance de leur précédent combat où il y avait le low blow. Donc nous on a dit déjà il n'y a pas de débat. Et en plus, là, on voit avec cette performance, il y a encore moins de débats. Donc, la seule petite tâche qu'il y avait sur sa carrière, si tant est qu'on considère ça comme une tâche, elle est effacée. Donc là, il a fini le jeu, il est bien. Il y a du romantisme, Kabir, puisqu'il met KO Dubois au même round où il y a eu le low blow lors du premier combat. J'aime bien C'est par abandon, ouais, c'est... ces petits esprits de romantisme, tu vois, dans le combat. Philippe, un peu sur l'analyse générale, t'étais pas surpris non plus de ce qui s'est passé à Wembley samedi? Non, non, je n'étais pas surpris du tout. Usyk, je pense, c'est le boxeur que j'aime le plus de tout le roster, avec tous mes petits japonais derrière. Mais c'est vraiment. Je l'aime pourquoi? Parce que quand il boxe, tu sais ce qu'il fait. Il y a une compréhension, il y a une tactique, il y a une logique, des choses qu'il fait. Donc c'est facile de suivre ses combats. Et après, on l'aime parce que déjà, c'est un mec superbe. Depuis son run en cruiserweight, on est plein à toujours dire quand il va monter en poids lourd, il va tous les éteindre. Même moi, je pensais pas qu'il ferait aussi bien en fait en poids lourd. Je pensais qu'il allait remporter beaucoup de combats, mais là, quand tu regardes le combat entre Dubois et lui samedi soir, à un point, ça me devient presque que ces poids lourds, ils méritent même pas de partager le ring avec lui. C'est-à-dire qu'il y a une différence parce que Dubois, c'est un jeune, il est costaud et tout, il est athlétique, mais techniquement, c'est comme tu disais, il y a deux mondes. Il y a vraiment un monde où c'est Usyk et tous les Dubois, les Parker, tous ceux que tu peux citer qui arriveront après. Il y a que le temps qui battra Usyk. Il n'y a aucun point lourd de ces 10 dernières années qui fait le poids face à lui, et même Fury, parce que je vois qu'on parle souvent de Tyson Fury, d'un possible troisième match ou de ces matchs serrés. Euh, Fury, dans le rematch, il n'avait pas fait mieux que n'importe qui d'autre dans les autres rematchs. Celui qui a son mieux senti, en vrai, c'est Joshua de ses combats, moi, je trouve. Sur le Mais 2? bon, ouais, c'était vraiment pas mal, ça. Mais à part lui, il n'y en a vraiment aucun où c'est la vraie compète, quoi. C'est marrant qu'on ouvre ça, je l'avais prévu aussi au conducteur. T'as pas l'impression que c'est parce que, tu sais, comme il le rock bien dans le 9 et que Usyk est obligé de finir fort et tout, et qu'on se dit, bon, il rattrape ça dans les derniers rounds. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il l'archidomine. Même dans le 2, en vrai, il l'archidomine, Non. Joshua. Il le domine, je pense qu'il domine tous ses combats, absolument, de toute façon, parce qu'il maîtrise les entrées et les sorties de tous les échanges. Donc déjà, il maîtrise, à part, comme disait Kabir, un exploit de prendre un coup, tu vois, genre, il zig quand il zague, et bah, comme c'est des poids lourds, hein, tu prends un coup incroyable. Mais la plupart des échanges, c'est lui qui les domine, c'est même lui qui les crée, en fait. Mm. Et là, Dubois, il aurait fallu vraiment un miracle pour qu'il batte Usyk, parce qu'en plus, Usyk, en plus d'être extrêmement bon défensivement et offensivement, il a un bête de menton. On n'en parle jamais, mais aussi qu'il prend des mandales et il bouge pas.
Alors, par exemple, tu vois, je fais le point avec Dubois. Le premier jab qui prend Dubois, il a déjà la tête qui vrille à 45 degrés, les yeux qui se ferment. Et ça m'a donné direct un flashback du premier combat, le premier combat entre Usyk et Dubois. C'est grâce à son jab que Usyk finit le combat, mais également grâce au jab qui domine le combat. Et dès que j'ai vu ce jab, je me suis dit, bon, laisse tomber. C'est toujours pas une arme pour contrer ça. Contre Usyk, c'est mort. C'est qu'une question de temps, comme disait Kabir. Mais ils ont fait 14 rounds ensemble. Hein. Il a gagné 14 rounds. Et il y a eu une polémique. Voilà. Ouais. C'est le bilan de ce truc-là. Kabir, il a 2 marges d'avance à chaque fois. Tout ce que fait Dubois, en fait, je vais être méchant, hein, mais Dubois, c'est la biche dans les phares de la voiture, quoi. Exactement, et il est au-dessus sur tout. C'est-à-dire que sur tous les aspects, sur tous les compartiments pugilistiques, il était au-dessus, et même en dehors du ring, il est au-dessus, de par sa discipline. On en revient rapidement, mais quand tu vois que la veille, Dubois, du coup, le clan, j'appelle ça le clan Dubois, parce que limite, je vois Dubois limite comme une victime de tout ce système. Il fait une grosse fête avec je sais pas combien de personnes, où en fait, il n'est pas du tout dans le combat, alors que tu vois, à l'opposé, tu as un Usyk qui est prêt comme jamais, qui est entouré des siens, qui se recueille, qui est tranquille dans son coin pour se préparer pour ce combat. Tu te rends compte que même dans la partie gestion, gestion globale même de la performance, il y a des mondes d'écart dans la préparation, dans l'approche du combat et dans le mental. Et voilà, c'est vrai qu'on avait beaucoup fustigé le mental de Dubois, notamment premier combat, les gens se disent il abandonne sur un jab, alors que le combat d'avant, sa dernière défaite, il s'était pété le plancher orbital, qui est une blessure, mais je la souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Ton œil, il tient même plus, en fait. Et donc, des petits paramètres comme ça qui font qu'on a beaucoup douté du mental de Dubois. Mais encore une fois, moi, je pense que ça reste un grand boxeur, un boxeur élite. Mais voilà, c'est pas un all-time great et il est tombé face à beaucoup, beaucoup plus fort que lui. En fait, comme tu disais, ça reste qu'une écharde dans le parcours d'Usyk, finalement. Avant de rentrer dans la technique, parce que je veux que Philippe, qu'il a analysé, je le sais, nous explique avec ses mots la beauté de cet échange final quand même, parce que c'est de la poésie là. Tu as ouvert le truc, mais cette histoire de fête à quelques heures du combat, tu sais que ça va plus loin, hein, mais je sais pas si tu as vu passer, donc son père, Stan, il y a eu l'explication, Dubois, il a dû aller à pied, il a dû faire la fin du chemin au stade à pied parce qu'il n'y avait plus assez de voitures, parce qu'ils avaient donné des accrédits Les accrédits à tout le monde. Pour l'entourage. Dans l'entourage que tu vois à la fête, il y a des mecs qui, 3 heures après le combat, étaient sur Insta en parlant hyper mal de Dubois, genre de toute façon, il n'est pas au niveau. Enfin, c'est absolument délirant. Et Don Charles, donc, qui explique, le coach, qui explique que en fait, ils avaient fait une sorte de fête dans le vestiaire avant Joshua, et donc ils voulaient reproduire l'énergie un peu qu'il avait autour de ce combat-là, pour lui donner un peu cette même sensation, tu vois, qu'on reproduise ce qui avait conditionné un peu cette victoire contre Joshua. Et moi, je te cite Nadim Haddad, un des tweetos les plus marrants dans le milieu boxe, avec qui j'ai échangé et qui me disait, en fait, ça a changé beaucoup de choses au combat. C'est qu'au lieu de tomber au 3, il est tombé au 5. Il avait peut-être un peu plus d'énergie, il n'est pas tombé au 3. Mais vous pensez quoi de tout ce qui s'est passé avec l'entourage? Enfin, ouais, et franchement, Kabir, tu as raison. Il est victime en fait de tout ça, Dubois. Vraiment. Enfin là, il y a quand même, ça aurait rien changé au combat. Je pense que tu te prépares comme un moine, Usyk, de toute façon, il te bat. Mais il y a un côté n'importe quoi, Philippe. Tu sais, moi, quand je vois Dubois, il a un physique impressionnant et tout, mais il a des yeux de gamin un peu. Et quand je vois sa situation, comment il est, j'ai vraiment de la peine pour lui, où c'est genre juste, c'est la vache à lait, toi, qui remplit toute la famille, qui remplit de thunes toute la famille. Et tu te demandes même si ses proches l'aiment vraiment. Tu vois, c'est vraiment un mec qui est exploité à fond. Et quand tu le vois, toi, il est un peu, même quand tu l'écoutes parler, Dubois, je vais pas dire qu'il a un déficit, mais tu sens que c'est un mec qui est très émotionnel, très sensible et qui essaye de le cacher. Et quand je vois, du coup, l'histoire de la soirée et tout, même de tout ce que ses coachs disent tout le temps, je trouve qu'il joue jamais pour lui, mais toujours contre lui. C'est-à-dire que, tu sais, genre, aller trash talker Usyk, en quoi ça va te servir? Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs bêtes. Et le truc de justifier, on fait la soirée parce que ça a marché contre Joshua. Pas oublier, les gars, que contre Joshua, c'est Joshua qui fait n'importe quoi. Genre, Dubois, OK, il est là pour le mettre KO, mais en aucun cas, c'est évident que ça va fonctionner de suivre ce rituel-là. Donc ouais, je pense que Dubois, il est comme beaucoup de sportifs et beaucoup de boxeurs notamment. Il a juste un entourage qui est horrible, mais comme ça vient de proche de lui, il peut pas vraiment s'en séparer, quoi. Ouais. Et tu vas voir que le papa, il va mettre ça sur le dos de Dan Charles. Et ça ça va a être, déjà commencé. ça va être la victime exploiteur. Kabir, un peu pour finir là-dessus. Ouais, en fait, c'était pour poursuivre sur ce point-là et aussi revenir aussi sur les propos qu'on avait eus lors de la précédente vidéo. On expliquait la même chose. On explique qu'en fait, Daniel Dubois, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à la boxe et plus que ça, on a consacré sa vie à la boxe. C'est un peu un projet. Je reprends les termes que j'avais dit en commentaire parce que j'ai changé en commentaire avec la plupart des viewers. C'est un peu un projet Mbappé dans la boxe. C'est-à-dire que dès qu'il est né,
son unique but, ça a été d'être champion pour son père. Donc, il a tout fait pour qu'il soit champion. Et donc, en fait, ça fait qu'il n'a pas forcément eu accès à une super éducation, qu'il n'a pas forcément eu une vie sociale débordante. Et ça fait qu'il a le caractère qu'il a aujourd'hui, cette sensibilité dont tu parles. Et cet air qu'il peut pas avoir, des gens se moquent de lui en disant qu'il est un peu simple, mais en fait, c'est quelqu'un qui aime pas parler, il a son caractère, quoi. Et en fait, tu le disais, que Don Charles et le clan, globalement, Dubois, commençaient à s'effriter. On le voyait même à l'after-fight, puisqu'il y avait une interview après le combat où Dubois, il a pas grand-chose à dire, puisqu'en général, encore une fois, c'est pas parce qu'il est débile ou quoi, pas du tout. C'est juste c'est pas dans son caractère, il a pas grand-chose à dire, et directement, on passe le micro à Don Charles qui commence à donner des excuses après la défaite en expliquant que il est encore jeune, il a que 27 ans, la suite, etc., etc. Donc tout ça, ça montre bien qu'il a un peu, ouais, comme tu le dis, utilisé. Je le vois un peu comme, tu sais, dans Babidi, là, le petit M ici, il est un peu limite manipulé, contrôlé. Et c'est malheureux parce que ça reste humainement, ça se voit que c'est quelqu'un d'adorable, mais surtout sportivement, ça reste un très très grand boxeur. Pas dans la même catégorie physique, ça c'est sûr, mais dans une autre époque, il aurait pu faire aussi. Il a été champion, il aurait pu faire une très très belle carrière et un très très beau parcours. Et je pense aussi d'ailleurs que c'est pas fini pour lui, il a encore de belles années devant lui. Comme tu le dis, Philippe, l'ennemi d'Usyk, c'est le temps, il lui reste plus beaucoup de combats, un voire deux. Donc la suite, on verra. Il y a beaucoup de gros noms dans la catégorie des poids lourds. Mais Dubois, il a clairement sa place dans le top et il pourra encore devenir champion, j'y crois. Mais tu rappelais qu'il était champion, qu'il avait la ceinture IBF. Donc on rappelle, parce qu'on l'a pas dit depuis le début, qu'Usyk a récupéré bien sûr toutes les ceintures pour redevenir le champion incontesté qu'il n'a jamais cessé d'être en vérité. Oui, C'était juste des coulisses de la boxe, on dit. Et pour compléter ça, parce qu'en fait, quand j'ai vu en effet ce qu'on nous disait aussi dans les commentaires là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose que les gens savent pas, c'est que ce que tu dis consacré, c'est le projet Mbappé, mais sans aller à l'école, hein. C'est-à-dire qu'il l'a mis à la À maison, la maison. il l'a empêché d'aller à l'école, le papa. Il faut que les gens soient conscients de ça. C'était 100% tourné vers la boxe. Et je sais que sa sœur, Caroline Dubois, grosse boxeuse aussi, je crois qu'elle s'est un peu écartée de la famille parce que tu vois, à un moment, tu es t'es dans une sorte d'étau très très spécial. Et en effet, c'est un boxeur. De toute façon, tu es face à un all-time great, donc tu peux pas te comparer à ça. Mais je suis pas étonné s'il redevient champion du monde dans quelques années quand il y aura plus Usyk. Moi, j'ai pas de souci avec ça au niveau de Daniel Dubois. Mais ouais, il y a un côté un peu triste en fait avec ce qui se passe autour de lui. Et c'est pas lui qui est triste, c'est ce qui se passe autour qui nous donne cette sensation-là. Philippe, on rentre dans la technique, dans la beauté du geste. Foutez-moi ça au Louvre, hein, l'échange final. Raconte-moi ça. Ouais. C'est juste avant de reprendre, je voudrais reprendre ce que Dylan avait dit, que Dubois, il n'y a pas eu un monde où il touche Usyk, où il a une arme pour battre Usyk. Bon, il a raison à 95%. Dubois, il y a un truc qu'il a fait dans le combat avant, que je trouve qui est quand même bien, c'est qu'il a essayé de puncher avec Usyk. Il n'a pas essayé de répondre au jab et de contrer et se faire contrer, ou de prendre l'initiative directement, parce que quand il a pris le lead, c'est malheureusement pour Dubois, c'est pas beau techniquement, c'est ce que je te disais avant, c'est genre jab, et puis la main derrière, elle arrive, la tête est plus loin que les pieds, la position est pas bonne, donc ça attend de se faire contrer et de se faire du mal, tu vois. Donc ça, il a ce problème technique-là, mais quand il a réussi à prendre le timing d'Usyk et puncher en même temps que lui, vu que c'est un plus gros puncher quand même, il a eu un peu de succès. Et je t'ai dit, au round 2, 3, il y a moyen que s'il arrive à sonner Usyk à un moment comme ça nous donne un combat, tu vois, qui a un vrai enjeu. C'est-à-dire que tu as un mec plus fort, mais qui tout d'un coup a pris une décharge, tu vois, il me dit, ah, c'est bon. Encore une fois, Usyk, il est capable de passer outre ça. Sur la phase finale, avant même le KO, le knockdown, il est quand même, le premier knockdown, il est quand même vachement représentatif de Dubois. Parce que c'est un crochet qui touche dans le cou, dans la nuque. Tu as du mal à voir si c'est vraiment puissant, mais ça le couche quand même. C'est plus parce qu'il est dans une mauvaise position, encore une fois, Dubois, qu'il se retrouve par terre et déséquilibré, et puis le crochet d'avant le touche. Et la scène finale, par contre, c'est vraiment Usyk dans le texte. J'avance derrière mon double jab pour être tranquille. Je te balance ma gauche avec rien derrière, juste pour que tu contres. Et derrière, je repars avec mon crochet du droit pour sortir de la zone de danger. Et je reviens avec ce qu'il a appelé le crochet Ivan, tu sais, le crochet du gauche qui part de super loin. Mais donc ce crochet-là, effectivement, il est, quand il l'envoie, il est vulnérable. Usyk, en temps normal, je dirais, il n'a pas de garde, il n'a pas de main, mais il n'a pas besoin parce que Dubois a déjà balancé son missile il y a longtemps, il est hors de position, il n'y a plus de danger, donc c'est le moment parfait pour envoyer ce qu'il faut. Et c'est le seul qui l'envoie du combat, tu vois, ce missile. Moment parfait, préparé comme il faut, bye bye, masterpiece. Est-ce que tu cites là, mais le crochet du droit en faisant le pas pour se reculer, pour se protéger, avant de repartir pour terminer l'affaire. Ah, je te dis, c'est de la poésie, hein. Poetry in motion. Incroyable, incroyable. Ils disent là-bas.
C'est de la Kadir. sorcellerie même, parce que commencer un combo, en entrant et le finir en sortant, c'est des trucs. Mais la coordination pied-main, la gestion du rythme, du timing, l'intelligence de combat qu'il faut. Je pense que ouais, quand on pratique pas, on voit déjà que c'est bizarre, mais quand on pratique et qu'on se dit que ça fait 15 ans qu'on essaye de faire ne serait-ce que la moitié de ce qu'il fait et qu'on n'y arrive pas, on se dit ah ouais, c'est chaud quand même. Déjà, balancer 2 jabs, c'est dur. Déjà, c'est fort. Un seul même, c'est dur. Mais Non, oui, il essaie tout, c'est jeu de le top jambes qu'il fasse pas de déchets, quoi. Il n'y a pas de déchets dans ce qu'il fait. le jeu de jambes sur ce combo-là, il est incroyable. Et encore une fois, l'intelligence de savoir que bah, tu viens de sonner du bois, il va être super dangereux sur la première réaction. Donc, du coup, autant provoquer directement sa main droite qui va chercher au niveau de ses genoux, quasiment, il envoie vraiment tout ce qu'il a, c'est sa dernière chance, quoi. Et puis dire, bon, bah, maintenant que tu l'as loupé, c'est à mon tour de t'envoyer ce qu'il faut. Donc, les gens qui disent que Usyk a pas de force ou qu'il punch pas fort, c'est juste que Fury, c'est un mec qui fait 2 mètres, je sais pas combien, pour je sais pas de kilos avec un menton de ouf. Mais évidemment que Usyk, il frappe aussi fort que tous ces poids lourds, ou au moins aussi bien que facilement. Et tu vois, il force Dubois dans les échanges qu'il veut. En fait, il l'attire dans tout ce qu'il veut faire pour faire ce que lui doit. T'as une solution à ça? Enfin, il n'y a pas de solution à ce mec-là, en vrai, pour les autres poids lourds. Il est trop chaud, il est trop chaud. Tu sais, il a loupé, on n'a pas loupé, parce que Wilder a perdu, que ce combat n'existe jamais. Wilder-Usyk, bon, Wilder se fait démolir par Usyk, c'est évident. C'est exactement le profil de mec qui va faire briller Usyk. Ce qu'il faudrait, c'est genre un mec un peu plus timide, entre guillemets, genre à la Joseph Parker, mais avec les mains de Wilder. C'est le seul truc qui pourrait déranger, toi, d'avoir un sorte de mec compact qui fait pas trop d'erreurs et qui force Usyk à faire le lead, ce que Usyk sait faire extrêmement bien, hein, et qui, bon, bah voilà, comme on disait, avec le temps qui passe, les dégâts qu'ils prennent, peut-être pourrait battre Usyk comme ça, mais à part un low blow ou un KO qui sort vraiment de nulle part, je vois personne mettre un 117, 111 à Usyk, c'est impossible. Non, non, non. Bah, le profil que tu cites, c'est Beterbiev en gros. Mais il faudrait que Beterbiev fasse peut-être 15 cm de... 15 centimètres de plus et un bon 30 kg de plus pour pouvoir le gérer, quoi. Ouais, ça n'existait pas aujourd'hui. On l'avait dit, en tout cas dans la catégorie où il est, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Point parenthèse, puisqu'on parlait de la séquence finale, parce qu'on l'a vu passer quand même, il abandonne pas hein, Dubois. C'est juste qu'il y a un moment, c'est trop, quoi. C'est trop. Et de toute façon, on l'a vu, hein, les images de côté, la serviette est lancée. Hein. Oui, tout à fait. Et ils ont bien eu raison de la lancer. Il y a un moment là, ça ne sert plus à rien, quoi. T'es vraiment, il est au-dessus. Qu'on ouvre un peu aussi sur la place qu'il a. Enfin, c'est important. Je pense qu'il nous reste qu'un combat. On l'avait dit, on va pas refaire trop la suite. On en a un peu parlé dans la preview, Kabir. Donc je pense que tous ceux qui ont vu l'épisode, on sait très bien, il y a du Parker. Enfin, ça, ce qui paraît le plus logique si tu restes en poids lourd, du Kabayel. Je pense, tu vois, j'avais l'idée qu'il redescende peut-être Cruiser au Pitaya. Je pense que quand tu vois qu'il monte encore de kilos et tout, je le vois plus trop redescendre en fait. Je pense pas qu'il va faire ça, notre ami. Ouais, il est bien. Donc voilà, je préfère Parker à Kabayel. Enfin, je pense qu'il le mérite un peu plus, mais je vois pas Parker le battre non plus. Mais c'est quoi sa place à ce gars-là? Déjà, on l'a dit la semaine dernière. Ad vitam aeternam, enfin ad vitam aeternam, en tout cas à l'heure où on parle, il n'y a pas un combattant dans l'histoire de la boxe qui a 25 combats au moins qui a un meilleur résumé que Alexander Usyk. Ça, c'est réglé, puisqu'il va finir, je crois, à 25 combats. En pro, c'est réglé. Il y a eu beaucoup de débats, hein. Vous les avez eu passer, les gars. Vous êtes comme moi sur ces réseaux Twitter de boxe où ça discute beaucoup. C'est quoi sa place dans l'histoire, notamment en poids lourd? Vous commencez à le rentrer dans le top 10, là? Ça rentre largement dans le top 10. Et est-ce que pour vous, dans n'importe quelle ère des poids lourds, il y a match pour Usyk et il peut faire le match et rivaliser avec tout le monde? Kabir. Vas-y, Philippe. Non, vas-y, Kabir, vas-y, t'inquiète. Bah justement, ce qu'on se disait, nous on parlait, il y a aussi les débats Twitter, il y a les débats de la salle d'entraînement après le lendemain des combats. Nous, après, c'est de la boxe taille, donc forcément, on est moins sur la majorité des gars avec qui je montrais, ils ne sont pas forcément ultra calés, mais ça a commencé à parler. Mais Joe Louis, à ton avis, il aurait battu Usyk ou pas? Donc, si la question se pose auprès de certaines personnes qui sont quand même un minimum initiées, c'est qu'en fait, on élargit le span, on parle même pas là, on parle de vraiment toute l'histoire de la boxe chez les poids lourds, alors que de base, Usyk, c'est pas du tout un poids lourd. C'est déjà pour dire le fait qu'on débatte sur ce thème-là, ça dit la place qu'il a et la légitimité qu'il a dans le classement. Après, je pense qu'il faut laisser un peu de temps et son dernier combat, forcément, pour prendre la décision. Mais ouais, tu mets pas très proche du top 10, voire dans le top 10, c'est pas délirant. Nous, il y a quelques mois, voire peut-être un peu plus d'une année, avec Dylan, on avait fait un top 10 des poids lourds. Ouais, je pense que dans le top 10 qu'on a cité, il a sa place. Hein. Il a clairement sa place. Philippe. Bah, clairement, déjà, rien que ce qu'il avait fait en cruiserweight, c'était déjà un truc qui valait une place Hall of Famer parmi les plus grands de notre génération. On va parler de génération pour le moment.
Sur les 20 dernières années, c'est lui le plus fort, c'est sûr et certain. Genre le plus cool, le plus fort, le plus intelligent, tout ce que tu veux, le meilleur résumé. Parce que là, son résumé en poids lourd, il est quand même super solide, hein. Parce qu'aller chercher Fury 2 fois, c'est quand même un truc, bon, bah, super impressionnant. Surtout quand tu vois la taille d'Usyk par rapport à lui, tout ce que tu veux, la montée de cruiserweight à heavyweight. Je pense que la victoire sur Dubois elle va bien vieillir aussi. Comme on disait, on pense que Dubois, s'il se ressaisit et qu'il laisse un peu de temps, qu'il améliore quelques petits défauts, il a carrément le moyen de devenir champion du monde. Les 2 victoires sur Joshua, c'est également immense. Enfin bref, son résumé est quand même, impressionnant en poids lourd et donc en cruiserweight aussi. Ouais, moi, ça lui pour moi, une fois qu'il avait battu Fury une deuxième fois, sa carrière était terminée entre guillemets, «l'histoire Ouais. est finie». C'est-à-dire que, il y a pas un adversaire qui va augmenter son héritage. Mais bon, en fait, quand je vois le cadeau qu'il nous fait avec le KO contre Dubois, je veux bien le voir continuer à boxer encore un peu plus. Mais oui, il est top 10. Pour moi, il est top 10. Et au-delà du top 10, pour moi, ce qui est plus important, de tous les poids lourds qui existent, et je sais qu'il y en a énormément de super cool, genre Ali, Frazier, tout ce que tu veux. Moi, j'aime bien Foreman, par exemple. Je vais pas dire qu'il bat Foreman, tu vois. Mais pour moi, c'est le plus cool. Et c'est encore plus important, c'est que c'est le boxeur de tous les poids lourds de l'histoire que je préfère regarder boxer. Je préfère regarder un combat d'Usyk qu'un combat d'Ali. Alors les gens, ils vont me péter un câble avec ça. J'adore regarder Ali, j'en ai regardé tellement de fois que c'est peut-être pour ça que je dis ça. Mais il y a un truc chez Usyk, comme chez Lomachenko, toute cette génération, ou Gvozdyk, qui a eu une carrière un petit peu moins bonne que les deux cinglés là, euh, c'est que tu comprends ce qu'ils font. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Et quand tu es amoureux de la boxe, moi je peux regarder des combats d'Usyk en repeat, en loop. Ali également, par ses qualités de fou, l'athlétisme, tout ce que tu veux et tout, sa rapidité, son intelligence, son jeu de jambes. Mais ouais, il n'est pas, en termes de greatest, il n'est pas numéro un parce qu'il n'a pas la génération pour l'être. Mm. Il n'a pas la chance d'avoir des adversaires incroyables. Mais en termes de boxe pure, pour moi, c'est mon préféré de tous. Mais moi, je les top 10 aussi, hein. Enfin, je les top 10 clairement. Je pense que je te dis ce que je dis. Je vois des mecs qui peuvent le battre, mais je vois pas un match-up où il est absolument dépassé par un mec de ce top 10 de l'histoire des lourds. Il y a match avec tout le monde. Ouais, vas-y. Je pense que Lennox Lewis, c'est compliqué pour Usyk. Ok. C'est un peu on parlait tout à l'heure un peu du type d'adversaire qu'il faudrait pour le déranger. Je pense que lui, c'est vraiment le mix parfait. Ouais, avec ce physique-là et ce punch-là, ouais, c'est vrai que ça peut être dangereux. Tu vois, tu peux en perdre. Mais en tout cas, il fait pas tâche, quoi. Il fait pas tâche face à personne. Tu parlais de cette ère aussi. Alors, c'est pas la meilleure de l'histoire des lourds. C'est pas les années 70, c'est pas les 90, mais c'est pas la pire non plus, hein. Enfin, où tu vois, il y a d'autres ères qui sont un peu weak, tu vois. Marciano, Holmes, tu vois, même Tyson à années 80. Tu vois, c'est pas non plus une ère. Il y avait des Furies, il y avait, tu vois, il a eu des mecs à affronter. Après, il n'a pas en effet le résumé sur la longueur en fait aussi que ont la plupart des lourds qui sont restés en lourd pendant tant d'années. Lui, il y est arrivé que sur la fin, mais avec ce qu'il fait avant en cruiser. Parenthèse, parce qu'on en parlait tout à l'heure, moi, le combat le plus compliqué, je pense que c'est Briedis, de tout, Oui, carrément. de tout son run, quoi. Et donc oui, top 10, all-time great. Il n'y a pas photo. Sans doute, en effet, le meilleur boxeur de sa génération. Après, le cœur parlera pour d'autres. Tu le sais, vous le savez, les gars. Mais il n'y a pas photo là-dessus. Deux fois undisputed chez les lourds, même si pour moi, il l'est resté. En fait, il était undisputed depuis Fury. Une fois chez les cruisers, champion linéaire des deux à chaque fois, médaillé d'or olympique. Meilleur boxeur avec 25, enfin, meilleur résumé avec 25 combats ou moins. C'est dur. Après, dans l'histoire de la boxe tout court, parce que j'ai vu aussi des mecs, il y a eu de l'enflammade aussi, top 10 de l'histoire de la boxe. Je sais qu'on est tous les trois des étudiants de la boxe. Je le mettrais pas jusque-là. Moi, je le mettrais pas jusque-là, hein. Ça peut commencer à titiller du top 20, top 25, mais pas plus. Mais c'est un grand, c'est un immense. Vas-y, Philippe. Pour moi, juste d'un point de vue juste de boxe pure, c'est impossible que j'ai un poids lourd pound for pound number one all-time great. De base, Oui. Bah oui. parce que peut y avoir, alors, il y a des poids lourds qui sont géniaux, c'est pas ça que je dis, hein, mais c'est trop rare. Alors que quand tu regardes les catégories beaucoup plus basses, dont celle dont on va parler plus tard, c'est tueur après tueur après tueur après tueur et des années et des années, des années de skills et tout. Donc, Usyk, pourquoi je l'aime autant, c'est parce qu'il m'a fait aimer regarder des combats poids lourds, moi qui déteste les hautes catégories. Alors que Kabir, je sais qu'il kiffe, par exemple, c'est son truc, les gros bébés. Moi, c'est un truc encore plus en MMA qu'en boxe. Mais qu'en boxe, il y en a toujours que, je trouve, deux, trois qui sont bien. Et au moins, suivre Usyk, ça m'a fait vraiment aimer suivre cette division des poids lourds. Ah, c'est quand même un délire, hein. Et puis j'aime bien parce que il y a toujours des. Et encore là, hein, il y a toujours des mecs qui doutent d'Usyk.
Et chaque fois, c'est juste un rappel, c'est juste un rappel, Oui. un énième rappel que les gars, quand vous doutez du Zik, vous vous plantez à chaque fois. Et tu parlais de ce côté puncher, mais en fait, tu as dit le menton, Philippe, tu en as parlé de ce menton, il prend des grandes mandales et en fait, il bouge pas. Tu peux dire sur la base, ouais, c'est pas lui le puncher des deux. Mais quand c'est toi qui encaisse et qui bouge pas, et que quand toi t'en mets, l'autre il tombe, c'est qui le puncher en vrai? Bah, c'est ça en fait le truc. C'est ça, c'est le truc, Puncher. c'est qu'en fait, il n'y a pas le one punch knockout, mais c'est un travail d'usure. Et on le verra quand on parlera de BOM. Il y a aussi ce truc-là, hein, et c'est un travail d'usure. Et une boxe esthétique, et c'est pour ça aussi qu'on en parlera aussi lors de notre quart d'heure Turkey 8 account. Mais une boxe esthétique, c'est pas forcément une boxe où il faut que le mec il finisse parallèle au plafond. C'est aussi justement des moments de génie comme les moments qu'Usyk nous propose, avec de la technique, de la défense, toucher sans se faire toucher, faire du dégât, causer du dégât corporel. Ouais, il y en a beaucoup comme ça dans plein de catégories. Et forcément, c'est vrai que Usyk, il a sa place dans les meilleurs. Mais voilà, on en parlait. T'en parles aussi, Alexandre, en citant Baba. Il y a pas, faut pas confondre le meilleur et le plus grand. Il y a plein de choses différentes. Et pareil, sur le débat du pound for pound, la petite ombre, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, Usyk, il a moins de 25 combats. Et des boxeurs comme celui qui est dans le fond de Pipa, par exemple, c'est des boxeurs qui ont boxé 40 ans et qui ont boxé pas au top pendant 40 ans, mais qui ont boxé tout le monde, qui ont fait des guerres nucléaires avec tout le monde pendant des années et des années et des années. Et donc, c'est cette longévité peut-être qui manquerait à Usyk et le fait qu'il soit dans les catégories les plus lourdes. Mais rien que le fait qu'il ait fait le passage, il a fait un passage golden au cruiser, qu'il ait fait encore mieux chez les lourds et qu'il a battu tout le monde, il a battu les meilleurs même 2 fois des fois. Donc, tu te dis, tu peux pas Bien, rivaliser. Duran, 25 combats, il était à l'échauffement encore. Ah ouais, c'est ça. Il Il était doit en- avoir 18 ans, 19. il était en train de chauffer le moteur, tu vois. C'est ça, il était tranquille. Et il a boxé 40 ans, Duran. Enfin, 4 Et- décennies. 4 décennies, si tu préfères. Un décédé, ouais. Tu m'as fait une passe D sur Bam, donc on va passer sur Bam Rodriguez, qui était une des autres stars du week-end dernier. Mais je vous cite une dernière stat que j'avais notée en préparant l'émission. Donc 9-0 contre des top 10 ou champions dans leur catégorie respective, des mecs classés top 10 ou champions au Ring Magazine ou TBR Board. 13-0 dans des combats pour le titre sur 2 divisions, alors que t'es qu'à 24 combats en carrière. 4-0 dans des combats pour des titres linéaires. All time great, tout simplement. Ouais. Il n'y a pas d'autre chose à dire. J'ai un bémol. Vous l'avez vu passer si vous avez vu sur les réseaux. Quand tu es un all-time great, t'as peut-être pas. Alors je sais, c'est pas très. C'est vraiment un bémol. Et je suis un peu trop pointilleux sur le truc. T'as pas la peine de te mettre dans la mascarade, de te mettre face à Jake Paul pour un face-à-face. On en a pas besoin, Ouais. Alexander. Après, Mohamed Ali, il a boxé un catcheur, phrasé. Ouais, non, mais c'est pour ça que Je veux c'est dire, un normal, il a boxé 5 mecs le même soir. Du respect sur Inoki. Non, Ouais, le show, mais il y a une différence entre ce que Ali a fait et voir Jake Paul et Usyk dans un ring. Moi, ça me donne envie de gerber direct. Mais bon, D'entertainment. c'est le jeu, malgré tout, c'est le jeu auquel on joue. bon, on passe à Bam. Bam Rodriguez, donc, qui était opposé à Cafu pour unification chez les Superfly. On avait peu de doutes sur le vainqueur du combat. D'ailleurs, personne n'avait de vrais doutes sur le vainqueur du combat, parce que le combat contre Fernando Martinez, qui sera en novembre pour encore une autre unification, il était déjà annoncé avant le combat. On avait dit ce qu'on en pensait. C'était un manque de respect pour Cafu. On en parlait un peu, pas mal en off. Philippe, Cafu, il n'est pas venu avec des grosses intentions. Il est venu pour ne pas se faire chaoter trop vite. À l'image, tu m'as fait la comparaison off, elle était très bonne, de Butler contre Inoue. Je rappelle Butler qui, dans le vestiaire, était content de passer à te faire chaoter au premier round par Inoue. C'était sa victoire, c'était celle-là. Par contre, voilà, bam, il y a un moment, les pas de pivot. Le inside step pour se mettre à la distance et mettre l'uppercut tout de suite, qu'il avait déjà fait contre Estrada ou contre Guerrera. Mais quel génie, bordel, quel génie, Philippe. Ouais, pour moi, Bam, je donne une référence à un truc âgé, c'est le Allen Iverson de la boxe. C'est juste en termes de skills. Offensivement, il n'y a pas meilleur. Point barre. Pour moi, c'est ça. Actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de skills ou de capacité à développer ses offensifs que lui. Il a trop de solutions. Alors, je blâmais Cafu avant en off parce que je disais, il est venu pour rester dans les cordes et espérer contrer Rodriguez, Bam. Mais peut-être que Cafu, il avait compris que comme il y a déjà un combat contre Martinez, il s'est dit, faut pas que je blesse. Faut pas que je blesse Bam. Mais je veux dire, c'est que même lui, il est tellement fort que même ses adversaires en viennent à utiliser des tactiques défensive first, tu vois, genre, c'est-à-dire que personne se dit, bon, bah, je vais faire comme Estrada a fait et boxer en plein milieu, tu vois. Tout le monde sait que c'est un dégât immense, mais en plus, même en restant dans les cordes, il s'est fait allumer tout le long du combat. Ah, c'est ça qui est malheureux. Il s'est mis en mode survie, mais en fait, il a tenu très longtemps, hein, mais en fait, il a trouvé aucune solution offensive. Et comme tu le disais, Alex, c'est par rapport à tout l'arsenal et toute la palette technique qu'il nous a proposé. Ça aussi, c'est des bonbons.
la manière qu'il a de casser le ring, parce qu'on a l'impression que c'est plus Cafu qui était acculé dans les cordes. Mais il faut se rappeler que c'est Bam qui le met dans cette situation-là, avec la pression qu'il met, avec le mouvement de buste, le mouvement de tête, comme tu dis, la manière qu'il a de rentrer, de mettre la pression, de varier corps-tête, de mettre de la puissance et du timing dans chaque impact. Franchement, c'était un plaisir de le voir sur 10 rounds. Et il a surtout, il a pas lâché le rythme, hein. Il a été toujours allé ultra fort du début à la fin. Il a causé du dégât. Et bon, respect à Cafu qui a été assez résilient, mine de rien, mais qui n'a pas trouvé de solution. Et ouais, là, qui va l'arrêter en fait? Qui va l'arrêter? Les détails, Philippe, tu peux faire, toi qui aimes bien faire des breakdowns vidéo des combattants, mais tu peux faire un truc de 4 heures sur ce mec-là. Mais tous les détails, la conscience de sa position. Et là, à un moment, la séquence, tu sais que tu l'as vu, elle a été pas mal partagée aussi sur les réseaux, quand il fait baisser la garde haute juste avec un mouvement de tête, puis le contre avec le crochet du droit au-dessus du jab. Mais c'est les pivots, c'est abusé. En vrai, les pivots qu'il fait, c'est n'importe quoi. Je vois pas ce qu'il a pas offensivement. Enfin, c'est extraordinaire. Tu te souviens, il y a quoi, 8-10 ans, quand Lomachenko il passe en pro et qu'on mate tous ses combats et que tout le monde est subjugué devant qu'est-ce que c'est que ce mec et tout, bah bam, c'est la même chose, sauf qu'il sait boxer en reculant en plus s'il y a besoin. Mais ouais, les pivots qu'il prend, c'est une folie. Et de le faire, parce que le combat il dure quoi, 9 rounds, 10 rounds? Ouais, 10. Donc c'est-à-dire qu'on il le fait pendant 30 minutes et il n'y a pas un moment où il y a une baisse de volume. C'est ça. C'est En une fait, il folie. est C'est-à-dire que infatigable. t'imagines pour Cafu le nombre de stress et de crises nerveuses que tu fais, c'est que constamment tu es spammé par des angles de partout. Et juste pour revenir sur Cafu, je pense qu'il voulait, en restant quand même dans les cordes, c'était en retirer ce mouvement linéaire de bam, entrée, sortie, sauf qu'il avait pas, enfin, il a pas prévu, ou du moins il n'arrive pas à contrer le mouvement latéral de bam. C'est-à-dire que même gauche-droite, ça part dans tous les sens, ça pivote d'un côté et de l'autre, une fois ça contre au corps, une fois ça pivote, mais ça te laisse balancer ton crochet pour te contrer derrière. Enfin, il y a trop de possibilités. C'est un jeu vidéo, le mec. Ouais, c'est un enfer de boxer, un gars comme ça. Ah, Moi, moi, j'avais j'avais imaginé direct. avec. Je peux me imaginer. C'est bon, Mais en fait, c'est de la non frustration. masse. Et t'as dit quelque chose d'intéressant, c'est un stress. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'options face à toi que déjà rien que le fait de devoir réfléchir à toutes les options, ça te fatigue. Et tout à l'heure, je voulais en parler aussi en parlant du cycle et pourquoi il est différent des autres. Moi, c'est même quand tu parles de sport de combat et même globalement dans beaucoup de disciplines où il y a de la stratégie, tu as trois phases en général. Quand tu es un peu débutant, tu te demandes ce que tu vas faire. Quand tu commences à être bon, tu te demandes ce que l'autre va faire. Et quand tu es vraiment très bon, tu sais ce que l'autre va faire, donc tu agis en conséquence de sorte à ce qu'il puisse aller dans la direction où tu vas. C'est-à-dire, littéralement, tu as deux coups d'avance. Et en fait, des boxeurs comme Usyk, comme Bam, c'est des boxeurs qui ont déjà ce truc-là. Mais ce qui est dingue avec Bam, c'est qu'il est tout jeune, en fait. Il a que 25 ans et il est déjà justement dans notre top pound for pound. Et on se dit qu'il a encore 10 belles années devant lui. Il fait que de prendre du poids, de devenir de plus en plus fort. Il bat des adversaires de plus en plus forts. Et donc, en fait, on se dit, mais la question que je me pose, c'est quand il va s'arrêter? À quel moment il pourra s'arrêter? Je suis obligé de te couper, Kabir. Il est plus numéro 6, quand même, non? Non, non, c'est bon. En fait, je voulais revenir là-dessus. Je vais monter un peu. Je vais dire Pour- Peter BF. Peter BF, je vais dire bon. Ah, Allez, on va switcher avec Peter BF. En vrai, moi, je trouve que et ça faisait longtemps que t'as pas ça. Je trouve qu'il est assez indiscutable, le top 5 pound for. Après, tu me mets dans l'ordre que tu veux. Mais Usyk, Inoue, Crawford, Bam, Bivol. C'est ça. Moi, là à chaud, maintenant, je te dis, je te switch Better BF que je mettais cinquième. Et bam, tu vois, je les switch. Parce que Better BF, ok, c'est pour l'ensemble de sa carrière que je le mettais plus haut que Bam. Mais maintenant, Bam, c'est plus seulement qu'un Legend Slayer. C'est aussi quelqu'un qui a assis son nom sur le paysage boxe et qui est surtout qui a un niveau exceptionnel alors qu'on a l'impression qu'il est même pas à son prime. C'est ça qui est dingue. Et il fait tout. Il sait mettre la pression, il sait tout faire. Il sait tout faire. Ta comparaison, Philippe, avec Loma, elle est bonne. Et moi, j'ai vu passer des débats quand même. Je te branche là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est même plus fort, quoi. Enfin, tu vois. Il attaque mieux des deux côtés. Loma, elle est plutôt sur le côté gauche des adversaires. Il y a plus de puissance, j'ai l'impression. Enfin, par rapport en tout cas à sa catégorie de poids. Moi, j'affirme aujourd'hui, je suis ouvert au débat, hein, mais je pense qu'il a un meilleur résumé aujourd'hui que Loma sur les adversaires battus. Il a que 25 ans. C'est flippant. Ouais, je comparais avec Loma surtout pour le côté l'impression qu'on en a eu quand il arrive, c'est-à-dire qu'il arrive, il dit ouah, personne ne faisait ça avant. Ouais, c'est ça. Entre guillemets, il y avait plein de poids légers extrêmement forts avant Loma qui bougeaient leurs jambes aussi, genre Ernesto Marcel, tous ces mecs-là. Mais ce que je veux dire, c'est ouais, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que en termes de j'arrive sur la scène et tout le monde est saisi par mon talent, c'est vraiment cette impression-là. Oui, je pense que Bam, il est plus fluide, il est plus hybride, c'est-à-dire qu'il est capable de boxer en contre-puncher et également en avançant, en reculant, tout ce que tu veux. Parce que Loma était moins bon. C'est pour ça qu'il perdait contre Lopez, par exemple, Teofimo. Parce qu'il n'est pas si fort que ça en reculant, Loma. Mais là, Rodriguez, c'est vraiment
de l'art. Tu sais, c'est genre vraiment, vraiment pour moi, c'est un jeu vidéo. C'est comme si tu étais sur un playground au basket, tu vois. Ou Ronaldinho au foot, tu vois. Genre, c'est Ouais. vraiment, tu sais tout faire, genre techniquement. Et en plus, il fait tout intelligemment. Tu vois, il est pas genre en mode en train de show off, qu'il a mis un jab et puis il défend plus. Non, non, il est parfait tout le long du combat. Et constant. Et Très constant. ouais, constant. Et en vrai, le cardio qu'il a, c'est une dinguerie. Le seul truc ici, c'est que je prie pour qu'il arrive rien à ce gamin. Ouais. Tu vois, genre, parce que c'est tellement beau pour l'instant. Il est, comme disait Kabir, il est jeune. Il a déjà un palmarès d'anciennes légendes, légendes Slayer, tu vois, les Strada, tout ça, Quadraz. Et j'espère qu'à 25 ans, on a encore 10 ans de ça, tu vois. Et qu'on le verra monter en poids et affronter d'autres mecs plus dangereux, tu vois. Mais pour le moment, c'est dur d'imaginer quelqu'un qui, pas qui pourrait le challenger, mais qui pourrait le battre. Ouais. C'est super dur à imaginer. Le pivot, t'en parlais, mais quand il slips sous le crochet de Cafu, qui est quand même, voilà, qui était venu aussi pour défendre, tu vois, donc, et puis qui n'est pas un mauvais boxeur en soi, tu vois. C'est un bon boxeur en vrai. Un bon boxeur. Il arrive à se faire ce pivot tout en mettant le pas en avant, en chargeant son. C'est Phénoménal. justement, si je peux me permettre, c'est justement là où j'augmente la capacité, à quel point sa performance est bien. C'est que Cafu, ok, il avait cette stratégie très défensive qui, moi, me plaît pas, mais il a pas mal combattu. C'est-à-dire que même avec cette, étant dans les cordes, tu vois que c'est un très bon défenseur. Cafu également, qu'il a des réflexes incroyables, qu'il a une bonne idée de où est-ce qu'il est positionné, ce qu'il voulait surtout contrer le bras avant de Bam. Il l'a réussi un petit peu. Bon, après, c'était trop compliqué pour lui. Il y avait trop d'informations d'un coup, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais Cafu, c'est pas un mec qui est un plombier de nulle part, tu vois, comme Butler avait fait. Butler était vraiment venu en mode bon, bah, vas-y, Inoue, hors de question que tu me foutes la honte. Là, Cafu, je pense qu'il était persuadé qu'il aurait pu gagner d'une certaine manière avec sa tactique. Et il est beaucoup plus fort que Butler l'était. Par exemple, pour juste donner du crédit à Bam, même si moi, je suis pas content de ce que Cafu a fait. Et je trouve que c'est un mec qui, ça se voit qu'il a du talent, tu vois. Non, c'est. Kabir, il est l'heure de. Je l'ai annoncé à Philippe avant que tu arrives nous rejoindre sur cette vidéo. Regarde, il se prend la tête dans les mains. C'est que j'aime beaucoup Bam depuis qu'il est arrivé contre Quadras et qu'il est devenu. C'était le premier champion du monde des années 2000. Faut jamais l'oublier. Né dans les années 2000. En 2022, ça fait un peu plus de 3 ans, puisque je crois que c'était en mai ou non, en février, je sais plus. Quadras. Ouais. Enfin, en tout cas, c'était 2022. Voilà, il est temps. Ça fait plus de 10 ans que je ne pouvais pas dire cette phrase. Mais mon boxeur préféré, Kabir, il est plus japonais. Il s'appelle Jesse Bam Rodriguez. Et c'est un crime de lèse Inoue. Et Inoue restera de toute façon toujours très haut dans mon cœur. J'ai un jogging de Naoya en ce moment même. Je ne vais pas vous le montrer, je ne vais pas me lever. Mais oui, c'est Bam Kabir. Incroyable. Non, ça, j'aurais jamais cru. Là, ça, j'aurais jamais cru. Mais du coup, là, si y a Bam contre Inoue, c'était pour qui? Je sors des pop-corn et c'est tout. Je te l'ai dit, je persiste. Je pense que le dernier combat de la carrière d'Inoue, c'est peut-être ça. Ah, ce serait bien. Ah, de toute façon, dans tous les cas, s'il y a Bam contre Inoue, je vais répondre comme mon daron quand on parle de foot, je suis pour le foot. Donc on sera pour la boxe s'il est. Le combat de malade mental que ce serait. Voilà, mais... Parce que chacun a les armes parfaites pour déranger l'autre, tu vois. Là, c'est du porno de boxe. Hein. C'est du porno. C'est ça, en fait, c'est ça. Et ouais, faut juste qu'il le fasse. Je pense que ce sera. Si ça se fait, ce sera trop tard pour Inoue. C'est le seul dommage que j'ai. En plus, on les a entendus parler. On en avait parlé un peu, Kabir, dans un des épisodes. Les deux ont parlé de ça. Les deux disent on est plus ou moins chaud, mais Inoue dit je l'attendrai pas, ce que je comprends aussi. Déjà, il attend Nakatani, tu vois, donc il va pas inclus attendre des années. Bam, après Martinez a dit qu'il passait en coque, qu'il passe à 118, mais bon, tu as encore du chemin, tu vois, pour rejoindre Inoue qui sera sans doute en 126. Mais je peux l'imaginer pour un dernier gros fight, tu vois, un dernier gros truc pour la carrière d'Inoue, le final. Le rendez-vous final à Tokyo, tu vois, contre Bam. Et plaisir, mais on l'aura juste. Mais c'est normal, ils sont pas de la même génération, donc on pouvait pas l'avoir prime, en fait. On peut pas l'avoir prime. Après, je vais te faire une passe D sur le prochain Chezet, peut-être, mais des fois, même à 46 ans, il y en a qui font des étincelles. Hein, donc, on sait pas, peut-être qu'Inoue, même très très vieux, pourrait faire du grabuge et du dégât sur Bam, on sait pas. C'est Inoue, t'as raison. C'est Inoue de toute façon, et surtout pour un combat comme ça, il sera motivé, et on sait là. L'éthique de travail qu'il a, Naoya, Philippe, pour ça, je pense qu'on peut confirmer. Donc, il sera encore un très bon boxeur et il sera encore très prêt pour ce genre de combat. Mais je crois que si c'est dans 2-3 ans, tu vois, le BAM de dans 2-3 ans. Moi, je te dis, me le bat dans 10 ans. Parce que tu vois, Crawford, là, il a quoi, 37, 38? Et il est trop fort. Et je me dis, et en fait, comme tu as dit, Pipa, c'est vrai qu'il faut y revenir. La boxe et le sport et l'industrie en global, c'est une broyeuse. Donc, si ce mec, il arrive à rester constant, il arrive à avoir le bon entourage, à maintenir uniquement sa vie au sport comme Inoue l'a fait, je parle de Rodriguez, dans 10 ans, on aura un boxeur comme on n'a peut-être jamais vu.
Mais en gros, son seul ennemi à ce jour, c'est la boxe, peut-être. C'est enfin l'écosystème de la boxe et tout ce qui va arriver avec. Bon, on en parlera un moment, mais tout le système de combattants, de ceinture, tout ce qui va se passer autour, c'est ça qui peut le broyer. Mais sinon, sportivement, je vois pas grand monde. J'espère vraiment que je lui porte pas la poisse, hein. Moi, le seul truc qui me fait flipper avec BAM, c'est que tous les mecs qui tournent à pivot, à balle ou qui tournent tout le temps en pivot avec un jeu de jambes de ouf, j'ai trop peur qu'à 30 ans, ton corps il soit rincé. C'est mon seul truc. Tu vois, c'est comme les basketteurs qui ont des handles de fou ou qui vont chercher des appuis de malade. Ou comme Chimaev en MMA, pour donner un truc simple, c'est des mecs qui sont tellement forts, tu vois, genre dans ce qu'ils lèvent, que tu as toujours peur que bah, du coup, il y a un truc qui lâche. Toi, j'espère vraiment que ça arrive jamais. Mais il y a également une raison pourquoi personne n'a ce style à la base. Bon, c'est que personne l'a maîtrisé aussi bien que lui il le fait avec son coach. Mais il y a aussi, c'est que par contre, ça prend énormément sur ton corps. Donc, pourvu qu'il n'y ait pas un jour, on dise, ah putain, il s'est pété le genou, nanana, il est 12 mois à l'arrêt, tu vois ce que je veux dire? C'est le seul risque qui fait que si j'étais un investisseur ou un promoteur dans la boxe, je me dirais, il y a cette petite notion de. Le mec, j'espère qu'il a le corps D'usure. solide, parce que voilà, d'usure qui pourrait arriver très vite. Tu vois, par exemple, je serais pas étonné que bam, il démonte tout le monde pendant 5 ans. Et puis tout d'un coup, il a un truc un peu une carrière où tu te dis, mais tiens, il était super fort lui avant. Pourquoi maintenant, toi, il bouge plus autant, tu vois? Ouais, Par exemple, toi, Chocolatito a réussi à faire une longue carrière. Pour parler de légende, voire de meilleur boxeur de la décennie 2010 devant Mayweather. Chocolatito au prime contre Bam, ça aurait été une dinguerie, une folie. C'est le dernier hein, des vrais Four Kings de la boxe moderne, parce que c'était les Superfly, les vrais Four Kings. C'est le dernier qu'il a pas pris, je sais qu'il y a beaucoup de respect entre les deux. Enfin, tu vois, Et Sador, il l'a félicité d'ailleurs. mais oh, le combat que c'était aussi, ça. Putain, tu me l'aurais donné, ouais, ça. c'est dingue. Voilà, là, C'est un là, peu là, là, dingue. là, là. Non, donc voilà, Kabir, j'ai été jusque-là. Il a pris la Ah ouais, place. je suis choqué, hein. J'aurais jamais cru avant qu'on prenne cet appel que tu me dises ça. Ah, je sais, je suis presque déçu que Dylan soit pas là, il serait tombé de sa chaise également, je sais. Donc, c'est le cas, c'est le cas. Et bam, c'est le bam d'amour. Voilà, on y va. Tu m'as fait la passe D, donc on y va. Et d'ailleurs, ah non, dernier truc quand même à dire. Tu peux avoir des Benavidez, hein, tu peux avoir des Norman contre des Vinané. Tu vois, si Turquie veut me prouver qu'il aime la boxe, au mois de novembre à Riyad, c'est Bam Rodriguez qui doit être main event. Ouais, il faudrait. Il C'est lui faudrait le meilleur vraiment. boxeur de cette carte. C'est lui le. Bah, c'est indéniable. Ouais, c'est lui. Contre Martinez, en plus, qui est un combat C'est un super adversaire en plus. Ouais, super combat. Donc, non, non. Si t'aimes la boxe, c'est ça le main event de ta soirée à Riyad en novembre, monsieur Turki. 46 ans, tu l'as dit. Manny Pacquiao était de retour. Donc, ce week-end également contre Mario Barrios, le champion WBC des welter. Bon, on a vu le combat qui se finit en draw, majority draw, donc nul majoritaire. Donc, monsieur Barrios conserve sa ceinture. Moi, c'est simple, on en parlait aussi avec Pipa en off. Moi, j'ai 116, 112 ou 115, 113 Pacquiao quand je l'ai vu qu'une fois, mais ma notation sur le moment, il s'est un peu fait enfler, Kabir, Mani. Ouais, moi je pense que il y a une salade et qu'ils l'ont pas attendu en fait. Ils l'ont pas vu venir comme ça. Ils s'attendaient pas à un combat aussi engagé de la part de Pacquiao parce que comme tout le monde, on s'est dit bien 46 ans, le temps quand même. Quand on parlait d'Usyk, on se disait que son seul ennemi c'est le temps. Pacquiao c'est pareil, aussi fort qu'il soit. Mais il y a des trucs qui partent pas en fait. Et bon, même si effectivement l'épée s'est un peu émoussée, ça suffit pour pouvoir en tout cas causer du dégât et faire de sérieux problèmes à un Barrios qui a été pas inexistant, mais en tout cas qui a eu du mal à s'exprimer, je trouve. J'ai regardé justement pour entre guillemets revérifier ses précédentes performances où il était beaucoup plus généreux, il était beaucoup plus engagé. Là, il avait du mal à trouver des solutions et il s'est vite fait déborder et en fait, sa stratégie, à mon sens, hein, c'était d'attendre la tempête de Pacquiao et de finir en sortie de combo avec un énorme contre, mais ça passait jamais. Parce que Pacquiao, ben, même si tu le touches déjà, va continuer d'avancer, mais surtout qu'il n'arrivait pas à le toucher et que quand il le touchait, il faisait pas forcément énormément de dégâts. Et ça me surprenait beaucoup parce il y a un gros écart physique, mine de rien. Il est beaucoup plus grand, Barrios. Il avait, je pense, beaucoup d'autres solutions. Je pense que dans l'approche et la stratégie du combat, il a un peu déraillé et ça a profité à Pacquiao qui a pu s'exprimer, qui a été moins généreux qu'à son habitude. Mais son moins généreux, c'est toujours beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, ça lui a donné assez de crédit, assez de volume pour moi, pour lui donner la victoire. Après, WBC, scoring, tout ça, qu'on va pas revenir là-dessus. Mais Philippe, l'épée, elle est émoussée. Enfin, tu vois, tu le vois bien quand même qu'il a 46 ans. Le footwork, il y a plein de choses, machin. Mais qu'est-ce que t'en as pensé de Manny? Je sais que ouais, c'est Ouais. pas un grand combat qu'il fait, mais c'est pas un grand combat de l'autre côté non plus. D'ailleurs, c'est pas un grand combat global. ouais, ouais. Non, non. Mais il a J'ai fait regardé le beaucoup mieux combat. que je pensais. Il a fait beaucoup mieux que je pensais. J'ai regardé le combat 2 fois, du coup. Je l'ai pas vu en live parce que je regardais Holloway Poirier. Du coup, je l'ai maté le lendemain. Moi, j'ai grandi à la boxe avec Pacquiao.
Moi, j'étais pas team Mayweather, j'étais team Pacquiao. Chacun sa team, hein. J'adore les deux d'ailleurs. D'ailleurs, j'aime énormément Mayweather au passage. Mais j'ai grandi avec Pacquiao, donc pour moi, revoir Pacquiao combattre, c'est toujours quelque chose de spécial. Je parle surtout du boxeur, pas forcément de la personne. Mais donc j'adore son style, j'adore tout ce qu'il fait. Je m'étais toujours dit que le style de Pacquiao, il fonctionne si tu as l'athlétisme de Pacquiao. Parce que tu vois, il y a des choses qu'il fait qui sont pas correctes techniquement que lui arrive à faire fonctionner. D'ouvrir tous tes combos bras arrière et revenir avec ton espèce de jab vertical. La plupart des gens qui font ça, tu prends un contre et t'es mort. Lui, ça marche. C'est juste parce que déjà d'une, il encaisse extrêmement bien et il a un timing incroyable. Et même à 46 ans, il est encore assez explosif. Pour un Barrios, évidemment, pas pour un élite. Donc voilà, donc bref, j'avais l'impression que je scorais le combat pour Pacquiao parce que j'aime profondément ce boxeur. Donc j'ai regardé une deuxième fois. Et en le regardant une deuxième fois, ouais, je suis plus proche du 115-113 Pacquiao, tu vois. J'étais un peu plus large au début. Là, j'ai resserré à quelques petits rounds. Mais moi, deux trucs qui m'ont vraiment marqué sur ce combat, c'est que Barrios, il m'avait laissé une bonne impression contre Gervonta Davis, comme je te disais avant. Il avait perdu ce combat, mais j'avais trouvé que c'était voilà, un boxeur compétent qui est pas non plus qui est pas mauvais, quoi. Et donc, je pensais que Pacquiao allait se faire exploser. Mais moi, je pensais que ça allait être un truc trop triste où tu vois TKO round 2, puis tu vois Pacquiao par terre dire ah, la boxe, quelle horreur, tu vois. Et donc, quand j'ai regardé le combat, je me demande si je note pas un peu des trucs pour Pacquiao pour l'effet de surprise. Parce qu'il est compétitif, parce qu'il arrive à dominer des échanges. Et il finit mal le combat, Pacquiao. Les 3 derniers rounds, il galère vraiment. Il commence à être rincé. Et c'est là où Barrios, il loupe une opportunité. C'est que les coups au corps qu'il avait réussi à travailler, toi, entre les rounds 4 et 10, et ben, il a complètement arrêté dans les rounds les plus importants. Et donc, Pacquiao, il a un peu gas, tu vois, mais il aurait pu être vraiment à un niveau beaucoup, beaucoup plus bas. Et là, tu aurais eu l'opportunité, tu vois, de suivre derrière les combos, comme tu dis, derrière les entrées de Pacquiao, de suivre avec sa longueur et tout, et de faire mal. Et Barrios, t'as l'impression juste, il était content d'être là. Tu sais, genre, en gros, c'était genre, il avait envie de kiffer un peu, tu vois, c'était genre les trucs de sa vie. Et il n'était pas non plus super concentré là-dessus. Et son corner était horrible. Ouais. Ils n'arrêtaient pas de lui dire arrête de respecter Pacquiao, fonce, fonce, fonce. Mais il n'y a pas une fois où ils lui ont donné un conseil technique ou tactique. C'était juste genre bon mec, combat quoi. Et lui, il est là, mais je combats. Tu sais, genre, je fais ce que je peux. Et je pense qu'en fait, c'est là que tu vois que Barrios, c'est un champion, entre guillemets, mais c'est pas un grand champion. Non. Et que tu vois à quel point Pacquiao était incroyable dans sa jeunesse avec tous les cinglés qu'il a affrontés et tous les tueurs. Parce que même à 46 ans, en ayant un pied qu'il a perdu dans la politique, donc qui a dû lui prendre des années où il n'a pas pu s'entraîner non plus autant que ça non plus, en revenant, tout l'instinct qu'il a, ça suffit pour faire le job contre des mecs comme Barrios. Donc c'est quand même... Pacquiao, j'ai pas envie de dire du mal de lui parce que c'est impressionnant de faire ça à 46 ans. Mais encore une fois, c'est un combat où ça touche à 15%. Les punches, tu vois, sont à 15% de précision. Genre, c'est un combat qui est vraiment médiocre si c'est pas Pacquiao qui a un cul dedans. Ah, je suis d'accord. Et alors, il y a un avantage, tu vois, parce que j'ai eu peur en plus quand on est le draw majoritaire. J'ai dit, ils vont le refaire. Ils vont faire Barrios Pacquiao 2. Est-ce qu'ils prévoient oublier? Et pourquoi aussi ça m'a fait peur? Parce qu'on rappelle que Souleymane Sissoko, avec la montée de Deviné, avec la montée d'Ennis, excuse-moi. Enfin, Souleymane, c'est le numéro 1, c'est le challenger numéro 1 là, pour la ceinture WBC. Donc j'aimerais bien que Souleymane affronte Barrios. Et je crois qu'ils sont très potes. En plus, ils ont beaucoup sparé ensemble. Mais je crois que Souleymane est capable de le faire dans son style à Souleymane. Mais ouais, je pense qu'il est vraiment capable de devenir champion WBC des welter Souleymane face à Barrios. Je me suis marré aussi, c'est Doug Fischer, c'est le journaliste qui disait peut-être que ce Majority Draw nous a quand même permis d'éviter Mayweather Pacquiao 2 pour la ceinture WBC des welter en 2025 ou 2026. Je suis pas sûr qu'il ait pas tort en vrai. Ah ouais, t'as vu, il y a eu ouais. les commentaires, hein, t'as des chacours qui ont dit Mayweather il peut revenir là si Pacquiao il a réussi à gérer des trucs. Pacquiao a parlé, je sais pas si t'as vu. Il a dit J'ai pas s'il veut sortir de sa retraite, il l'a dit après le combat, s'il veut sortir de sa retraite, il a juste à signer le contrat et let's go, on y va. Alors ce serait plus pour la ceinture là. Pour le coup, commencez à négocier ça de toute façon. Je me marrais sur Twitter, mais de toute façon, ils vont mettre 6 ans à l'organiser, hein, si c'est comme le premier, donc c'est cool. Mais au moins, on sait que c'est Souleymane, tu vois, le prochain. Au moins, ça écarte le truc. Mais tu sais qu'on aurait pu y avoir droit. Avec Turquie, qui se met un peu derrière et qui va créer une tape un ceinture. délire. Une Legacy World Championship illimitée. Il va créer une ceinture spéciale juste pour eux. Non, mais si en plus, s'il y avait eu la ceinture WBC des welter, il se serait peut-être
plongé dessus, là, à se dire, putain, attends, on peut faire Mayweather-Pacquiao 2 pour une ceinture mondiale en 2025? Délire Moi, le truc, absolu. Donc, parenthèse le fermée, truc mais là-dessus, c'est que vas-y. ce genre de combat, genre divertissement, du coup, parce que tant que ça touche pas aux ceintures, ça me dérange pas. Je veux dire, si Pacquiao et Mayweather veulent se faire un combat d'exhibition et tout, les gars, vous méritez tous, enfin, aucun problème. Je vais jamais cracher sur l'un de vous deux après tout ce que vous avez fait pour la boxe, tu vois. Et puis ça vous fait plaisir, y a pas de souci. Par contre, que ça pique la place à un vrai contender ou à un vrai champion, ça, c'est insupportable. Donc heureusement que c'est pas arrivé. Ouais, vraiment. Parce que là, tu vois, pour Souleymane, déjà qu'on était triste que Pacquiao lui prenne la. Hop, passe devant comme Place. ça saute. Mais alors, si ça avait été Mayweather, Maypac, quoi. Waouh. Franchement, Souley, j'aurais eu de la peine pour lui, de fou. Et donc, on espère que ce sera lui. On donne plein de force à Souleymane. On sait qu'il y a David Papo aussi dans cette catégorie qui est proche de pouvoir d'être position de challenger. Mais globalement, je disais à Philippe quand même, j'aime bien Brian Norman, tu vois, junior, Kabir, qui grandit un peu en moi. Il n'y a plus Ennis, on rappelle, donc qui est monté. Je trouve que ça faisait longtemps, je ne sais même pas si depuis que je suis la boxe vraiment un peu plus assidûment, la catégorie des welters, je pense que c'est le moment où elle est la plus faible depuis très très longtemps. Ouais, c'est pour ça qu'on Globalement. c'est pour ça qu'on voulait qu'Ennis monte, parce que c'est toujours ce qu'on a dit depuis quelques années. On mange notre pain noir dans cette caté. Et c'est clairement chez les super welters qu'il faut aller, je pense, quand tu es dans ces eaux-là. Parce que chez les welters, c'est méchant de dire qu'il n'y a rien à gratter, mais bon, c'est pas la catégorie la plus reluisante, pas un gros niveau d'adversité, pas beaucoup d'émulation même. C'est-à-dire que le top 10, il est tellement hétéroclite avec des gens qui n'ont pas boxé des fois depuis 2 ans. Quand tu regardes leur palmarès, il n'y a pas d'activité en fait. Donc forcément, il n'y a pas d'émulation, donc il n'y a pas de boxeur, donc il n'y a pas d'opposition. Donc les ceintures, elles restent auprès des mêmes gars qui défendent contre des mecs qui ne sont pas forcément ultra compétitifs. C'est un peu compliqué hein, cette catégorie-là. Donc naturellement, il faut aller chez les super welter. Norman, il fait une. Vas-y, Philippe. C'est vraiment un mystère que cette catégorie soit si plate en ce moment. Parce que de base, 147 livres, ça a toujours, tu vois, normalement, c'est là où tu as le plus d'athlètes, avec 155, tu vois. Et traditionnellement, dans la boxe, 147, enfin, les welter, ça a toujours été la catégorie reine. C'est-à-dire que tu as toujours eu une flopée, mais de combattants, mais tous des Hall of Famers. Dans les 2000-2010, regarde tous les combats qu'il y a autour de entre 147 et 154. Tu as toujours des mecs qui finissent par être Hall of Famer, des grands champions et tout. Et là, effectivement, dans le moment où on est vraiment dans le creux de la vague où il y a mais rien à se mettre sous la dent, mais rien du tout. C'est une des catégories historiques de la boxe, une des 8. C'est la catégorie du GOAT, hein, de Sugar Ray Robinson, quoi. Enfin, la catégorie de base de Sugar Ray. Ouais, là, il y a un petit truc en moins en ce moment. Mais c'est aussi une opportunité, tu vois, parce que je te dis, les champions sont prenables. Donc, pour un Souley, pour un David Papo, aller me chercher tout ça. Et ouais, Norman, tu vois, il doit faire Devin Haney, quoi. Pour avoir un match-up, ce que tu disais, Kabir, tu vois, pour avoir un truc un peu excitant, tu vas me chercher Devin Haney parce que c'est ce qui. Ouais, c'est ce qui te permet d'avoir un match-up. Il n'y a pas grand monde, sinon après. On a fait un peu le tour. On voulait quand même, Kabir, il faut qu'on rentre dans notre. C'est une tradition de Jabenouk. Donc, c'est le moment Turquie à l'Alchik 8. Voilà. Donc, parce qu'il y avait aussi Team Tsiu contre Fundora. Et il y a eu un tweet absolument scandaleux de Turquie qui a dit, je ne l'ai pas noté exactement, mais à souvenir, il dit, c'est vous, puisqu'il y a l'abandon pour la victoire de Fundora dans le 2. Et il dit, en gros, ça vous prouve bien qu'il n'avait pas le niveau pour faire les cartes Riyadh Season ou The Ring. Il peut, à la limite, s'il veut, être sparring partner d'un champion de nos cartes The Ring ou Riyadh Season. Le niveau de disrespect quand tu n'es jamais monté dans le ring, et que tu es là avec tes millions au bord du ring. J'ai vu passer, je ne sais plus qui a tweeté ça, c'est un Bonified Bank Account. Voilà. C'est juste un compte en banque. Et de dire ça d'un mec qui a fait des guerres comme il a fait sur ses 4 derniers combats, Team Sioux, ça perd. Hein. La boxe, il y a des mecs qui perdent. Quand 2 mecs montent sur un ring, il y a toujours un mec qui perd à la fin. C'est ça. Waouh. Enfin, tu vois, là, c'est plus de la hate. C'est, toi, je m'en marre, Kabir, parce que souvent on y revient. Mais c'est pas de la hate, là. C'est juste qu'il faut arrêter, c'est bêtise. Ouais. Là, j'ai envie d'être ordurier limite quand tu entends des propos comme ça et quand tu vois. Surtout quand tu te targues d'être un passionné de boxe, parce que c'était la salade qu'il nous faisait au début. Hein. Il nous faisait le passionné. Non, moi, c'est pas parce que j'ai de l'argent, c'est surtout parce que j'aime la boxe que j'investis dans ce sport, c'est parce que j'y crois, etc. Et qu'en plus, il nous a quand même mis bien avec des belles oppositions. Il y a des combats qu'on n'aurait jamais pu croire il y a quelques années, tellement c'était bloqué avec les fédés. Et c'est pour ça que c'est. Mais en fait, c'est tout l'aspect. On va pas revenir sur sa déclaration Tom et Jerry, mais le manque de respect qu'il a pour les combattants. Tu l'as dit tout à l'heure. Il y a Bam qui boxe un samedi.
il a même pas encore fait son combat, qu'on prévient déjà le combat d'après en partant du principe qu'il va gagner. Et même si on savait qu'il allait gagner, enfin, par rapport à Cafu, il y a tellement de choses où on a l'impression qu'il a une approche au-delà d'être froide, parce que bon, il y a des businessmen qui sont froids, c'est le jeu, ok, mais c'est malveillant en fait. Et ça, c'est clairement pas quelque chose dont on a besoin. Avec tout l'argent qu'il a, je préfère qu'il le garde. C'est pour manquer de respect comme ça, à la fois aux athlètes, au sport, aux fans aussi, et avec toute la salade qu'il est en train de nous faire avec The Ring Magazine. Et bon, vraiment, je pense qu'on en parlera, c'est parce que ça mérite tout un sujet avec le Ali Revival Act et son implication plus ou moins directe là-dedans. Enfin, là, c'est de plus en plus compliqué. Et là, avant, c'était sous le ton de la vanne, comme tu le disais, mais là, ça devient très problématique, à la fois pour les sportifs, pour les fans et globalement pour l'industrie. Donc, je le sens de plus en plus mal et je pense qu'à horizon 2030, ça pourrait être très compliqué si on continue à lui laisser envahir le game avec ses micro-tentacules un peu partout qu'il a d'un point de vue médiatique avec The Ring, d'un point de vue sportif, avec l'organisation, avec ses petits mix qu'il fait avec le MMA, avec TKO. Ça devient de plus en plus problématique à mon sens. Philippe. Ouais, bon, moi, je le déteste, mais au plus haut point. Genre, tout ce qui touche à mon art, c'est genre, je supporte pas ça. Bon, c'est bien, il nous a fait Usyk Fury, donc c'est bien, merci. Et quelques autres gros combats, Beta, Bivol, tout ce que tu veux. Mais ce mec-là, il connaît rien à la boxe, c'est un charlatan. En fait, c'est juste un mec, comme tu dis, c'est un mec qui, qui est blindé, tant mieux pour lui. Euh, c'est une chose que Jack Paul entre dans le ring avec Usyk. Toi, je disais tout à l'heure, c'est le jeu auquel on joue. Par contre, c'est de passer et de faire honte à des boxeurs qui, en plus, Tim Tszyu, c'est un bagarreur de fou. Ah ouais. C'est bien un mec qui mérite pas, c'est lui. Et c'est surtout, voilà, toi, tu es assis dans ton fauteuil en or. Moi, la dernière fois que je suis venu sur ce podcast, c'était pour parler de Jinjiro Shigeoka. C'est qu'il y a des répercussions à ces combats. Donc, effectivement, lui, il peut pas avoir ça. Il a pas besoin de vivre ça, tu vois. Mais c'est honteux. Enfin, tu sais, c'est genre vraiment un truc où tu espères que c'est pas un poison qu'on a laissé rentrer dans la boxe, tu vois. Qui, effectivement, dans 5, 6, 7 ans, tu te retrouves à te dire, mais qu'est-ce qui est devenu ce sport, tu vois. Je vais pas faire une référence au One avec le Muay Thai, mais tu vois, c'est un truc où c'est genre, bon, à quel moment alors, que tu implantes des nouvelles choses, pourquoi pas, que tu réorientes tout vers le pays d'origine, il n'y a aucun souci. Moi, ça me dérange pas du tout. Par contre, que tu joues avec les règles, notamment le Aliac, tout ce que tu veux, dont on parlera plus tard, et qu'en plus, tu te permets publiquement de vraiment de foutre la honte à un boxeur qui est vachement vaillant. Enfin, c'est ridicule. C'est genre, je sais même pas si c'est excusé pour son Twitch, je pense pas. Il l'a effacé. Voilà, ouais. Il a fait une Conor McGregor. Une John C'est un Jones. mauvais tweet. C'est un mauvais tweetos. Hein. C'est un mauvais tweet. Tu vois, à la limite, Ça. que lui, il est commandé. S'il dit ça, c'est qu'il a dû avoir une négociation avec Team Tsu qui s'est pas passée, tu vois. Et que lui, en off, dise tiens, bah tant mieux, j'ai loupé le mauvais cheval, tu vois. C'est son business, c'est son truc. Mais publiquement de dire ça, C'est mal. j'espère qu'il y a vraiment un jour, mais ça arrivera jamais parce qu'il est trop puissant, qu'il y a un boxeur qui le croise et qui lui parle entre les deux yeux, tu vois. C'est vraiment un truc de street, de genre, mon pote, tu peux pas parler comme ça de ce que nous on fait, tu vois. Non, il a tellement d'argent que, bon, je vais pas Ah citer, ouais, mais j'ai vu malheureusement, juste c'est des la boxeurs. tristesse. J'ai vu des boxeurs se prosterner devant lui. Mais en caméra, c'est pas. Tu vois un boxeur qui gagne. Ceux qui savent, savent. Pourtant, j'adore ce boxeur, hein, je le kiffe. Et quand il gagne, il se prosterne devant Turquie. Tu te rends compte? Ouais, disais, moi j'ai bien Super Lec au pied de Chatry, c'est pas la même chose, mais c'est des trucs sur lesquels faut passer, faut faire prétendre. Donc on Ah l'a non, pas moi, vu. ça me. Mais en tout cas, c'est vraiment horrible que. Ouais, ce tweet, il me donne envie de vomir. Genre. et tu le disais, Tim Tszyu, quoi. Le premier Fundora, sur ses 4 derniers combats, tu as le premier Fundora qui a une guerre incroyable. Il se fait brutaliser par Motazaliev après. Vraiment. Ouais. Derrière, il fait un combat un peu un petit tune-up où il est largement au-dessus, mais il revient pour ça. Il en prend encore plein la tête. D'ailleurs, je pense que Tim Tszyu, il faut qu'il se repose un peu parce qu'il en a pris beaucoup Ouais. sur les 4 derniers combats. Mais tu peux pas manquer de respect à ça. C'est pas possible, quoi. Ouais, vas-y, Philippe. Tu sais ce qui m'attriste là-dessus, vu que vous êtes tournés tous sur les réseaux un peu là-dessus, c'est que si lui se permet de faire ça, comment tu peux éduquer les fans à respecter le sacrifice que les combattants font? Puisque le boss du game te dit c'est ok que moi je choisisse. En plus, c'est un mec brave. C'est genre. C'est aussi dans les années 90, quelqu'un se foutait de la gueule d'Arturo Gatti parce qu'il a perdu contre De La Hoya. Toi, genre, tu te dis, mais. Alors que c'est le warrior, toi, le mec que tu as montré qui avait limite. C'est presque sa qualité numéro un, toi, de jamais douter de son mental. Et en fait, en faisant ça, ça rend les réseaux sociaux qui sont déjà toxiques encore plus toxiques. Mais vraiment, monitox, hein, parce que si t'es les boxeurs, en vrai, si tu vois ça, quand tu es boxeur, tu dois te dire, mais il faut s'éloigner le plus possible de ce mec-là, c'est toxique. Hein. Sauf que. Il n'y a pas le choix, bah ouais, Business. c'est un sport tellement ingrat, et tu l'as dit avec beaucoup de justesse, Philippe.
c'est un sport ingrat et incertain. C'est-à-dire que sur un coup, littéralement, sur un coup, ta vie, elle peut basculer. Ouais. Donc, et c'est pour ça que, pareil, encourager un certain style de boxe, on va pas revenir sur ce débat-là du Tom and Jerry, mais forcer les gens, c'est vrai que tu parles de chattery, on va juste faire une parenthèse Muay Thai ou en tout cas sport de combat au Japon, striking, où tu sais, les gens ils ont des petits gants et au final le style change par rapport à ça. Je me permets d'en parler parce qu'en anglaise on pourrait arriver sur un style comme ça où en fait en Muay Thai, parenthèse très rapide, on a différents styles, on a des combattants qui sont forts avec les jambes, d'autres qui sont très techniques, d'autres qui sont forts au corps à corps. Mais si tu as une industrie, une organisation qu'on considère comme l'organisation royale où on privilégie le KO au point de te donner une prime si tu mets un KO, si on arrive comme ça en boxe anglaise, bah, du coup, on n'en aura plus forcément des Bam Rodriguez, des Lomachenko, des boxeurs avec. Il n'y aura pas cette variété stylistique et on n'arrivera qu'avec des mecs durs qui vont se rentrer dedans. Et donc, bon, c'est pas ça qu'on veut pour le sport, en fait, clairement pas. Et on parle d'un sport plus que centenaire, hein, largement Ouais. plus que centenaire. Et tu vois, je disais souvent, tu sais, quand j'ai fait l'interview avec Nicolas Zeissler, l'auteur de La boxe c'est quoi et du super podcast de Culture Boxe, on se disait, la boxe, elle ne peut pas mourir, elle ne pourrait pas changer. Tu sais que je commence à avoir un petit doute. Je commence à avoir un vrai gros doute. Et en fait, protégez-le. Vraiment. Là, le Muay Thai et le kickboxing, parce que on ouvre la parenthèse, mais on dira, donc c'est tombé la nuit précédente avant qu'on enregistre ce podcast et on reviendra la semaine prochaine avec Dylan et Kabir. On fera un épisode spécial parce que vous savez que c'est un sujet, si vous me suivez depuis RMC, qui me tient à cœur beaucoup. Avec Baba notamment, on a fait des épisodes là-dessus. Je sais que Philippe, Kabir, comme Dylan qui n'est pas là, ça vous tient à cœur aussi. Mais le Ali Act et la façon dont ils veulent le contourner pour que les boxeurs n'aient plus l'avantage là-dessus et qu'on puisse faire ce modèle plus UFC où ce sera le gros promoteur, quoi, le truc. Mais je pense que ça va plus loin. Et ça, on va développer la semaine prochaine parce que sinon, on est parti pour 2 heures là. Mais en vrai, t'es étonné si dans 10 ans, t'as vu ce qu'ils commencent à faire sur le grappling aussi, TKO avec l'UFC. T'es étonné si dans 10 ans, il n'y a plus qu'une grosse machinerie de sport de combat au monde. TKO, Riyadh Season, qui a la boxe anglaise, le MMA, le grappling. C'est pour ça, protéger le. Je sais qu'avec Chattery, c'est déjà c'est déjà pas super protégé. Mais en vrai, c'est flippant ça. Il peut y avoir un monde où il n'y a plus qu'une seule entité de sport de combat sur la planète qui décident de ce qu'ils font et où les acteurs, les combattants n'ont plus du tout voix au chapitre en fait et sont exploités. Philippe, c'était mon coup de Ça, gueule. c'est la mort de la boxe dans tous les petits pays qu'on adore. C'est-à-dire que si tu avais ça, le petit champion du Nicaragua, comment il se fait reconnaître? Tu vois, genre, te dire, c'est que, ok, il y a énormément de ceintures en boxe, il y a énormément de divisions, de trucs, c'est un peu compliqué à suivre, mais dans n'importe quelle partie du monde, quasiment où tu boxes, tu peux en faire quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que tu peux venir, je dis Nicaragua parce qu'on a parlé de Chocolatito par exemple, tu peux venir du Nicaragua et devenir une star mondiale, tu vois. Genre, d'autres trucs, c'est que tu vois, par exemple, moi, quand HBO a arrêté la boxe, ça a été un peu mon deuil de la boxe. HBO, pour moi, c'était tout. Genre, ça m'a vraiment rendu très, très triste de devoir dealer avec Dazn, tout ce que tu veux et tout. Genre, c'est titre personnel, tu vois, j'adorais ce broadcast. HBO, ils avaient un truc qui s'appelait Boxing After Dark. Dans les années 90, où Gatti, par exemple, tout ce que tu veux, ont été connus. C'était un truc pour les mecs qui sont forts, mais qui sont surtout des cogneurs, des bagarreurs, tu vois. Et qui n'avaient peut-être pas de niveau, qui a le niveau pour avoir une ceinture, mais tu n'avais pas de Floyd Mayweather, tu n'avais pas de truc où tu avais quelques gros combats. Par exemple, tu avais des Pernell Whitaker, tu vois, en main event, mais dans la carte en dessous, c'était surtout des action fighters, tu vois. Donc le Tom et Jerry dont parle Turki, toi, ça pourrait être ça. Tu peux avoir un truc où on favorise l'action plutôt que les skills, mais après, tu as le reste des ceintures, tu vois, où c'est le top du top. Ils avaient réussi à faire un truc où tu mixes pour les deux, tu vois. C'est-à-dire que sur la carte, tu as quand même des bagarreurs, de l'action, et puis au top, tu as les champions, tu vois. Là, ce qu'il veut, lui, c'est un sport qui perd. Rien que la phrase Tom et Jerry, elle est ridicule. C'est le but de la boxe, Tom et Jerry. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je suis censé faire. C'est comme si tu disais, je sais pas, un mec qui fait de la F1, ah, tu crées pas assez d'accidents de voiture. Eh ben, mec, mon but, c'est de finir numéro 1 de la course en allant voir ma femme et mes enfants. En prenant mes virages avec les meilleurs angles possibles. C'est pas de me créer du dégât pour créer du dégât. Tu vois. Enfin, genre, c'est complètement débile. C'est absolument. Ça fait peur, ouais. Ça fait très peur, ouais. Ouais, ça fait peur parce qu'il y a beaucoup de conséquences. Et donc, c'est pour ça on fera un épisode entier pour vous parler de tout ça, les gars, et vous expliquer exactement ce qu'ils ont fait, quelles conséquences ça va avoir. Parce qu'en plus, c'est lunaire. Hein, ce que j'ai lu cette nuit, il y a des petits points où ils essayent de mettre des petits points positifs pour que tu dises, ah, mais en fait, ça peut être pas mal pour certains trucs, pour te faire passer le gros truc qui est très, très négatif. À côté de ça, tu as les mecs de The Ring qui défendent ça comme si c'était la nouvelle apparition du Seigneur et il va tout changer. C'est absolument honteux ce qui est en train de se passer, c'est insane et j'ai presque envie de ramener Baba sur un podcast comme ça parce que il faut en parler et on va en parler en long, en large et en travers pour vous expliquer tout ça. Et la cerise, les mecs l'ont appelé le Ali Revival Act.
Je veux dire, Ça, en mode- le culot est jusqu'au bout, quoi. Donc, Donc oui, on va avoir beaucoup de coups de gueule la semaine prochaine et des explications à faire parce que c'est important que vous compreniez. Et j'y reviendrai, mais il y a trop de trucs en tête, hein. Mais les boxeurs, ils sont coupables, hein. Ceux qui sont allés là faire tous les gros fights et tout. Ils sont coupables d'une partie et les promoteurs aussi. Parce ils ont pas vu le truc venir. Money, money, je money, pense qu'ils money. ont avec pensé ça court, ils ont pensé court terme. Oui. Ils ont pensé Money, court terme. money. Ils se sont dit, ouais, de toute façon, moi, dans 5 ans, j'arrête. Donc, je serai même pas impacté par ce qui va se Non. passer. Et voilà, hein. Et C'est Canelo Crawford, même les vieux promoteurs, ils ont pensé très court terme. Et ils ont eu les yeux remplis de dollars. Et mais 2030, on n'est même pas sûr que ça sera maintenu. Et je reprends aussi un argument de Dylan qui est super intéressant. Mais si Turquie, du jour au lendemain, il se désintéresse de la boxe, comment nous on fait? c'est un désert. Il nous laisse en galère après. Tu laisses un désert. Et Canelo Crawford, c'est le symbole de ce que je t'ai dit avant, là. C'est le début de ce gros truc, de cette grosse entité de machin. Canelo Crawford, promu par Dana White. Ok, let's go. Avec, au moment où le Ali Act est en train de... Ok, let's go. Bon, la semaine prochaine, rendez-vous parce qu'on va rentrer dedans très fort. Et quand on parle de cross, entre différents sports de combat, un petit mot, 5 minutes, et avant de parler de la carte du Japon, quand même, qu'on ait aussi 10 minutes là-dessus, rapidement. Mais un petit mot sur l'annonce, la grosse annonce dans le sport de combat en France. Saladin Parnasse, notre gros talent du MMA, double champion au KSW, que beaucoup espèrent voir à l'UFC à terme, mais on rappellera qu'il a que 27 ans. Il y a Ousmane, Volkanovski, sont arrivés à 28 à l'UFC, par exemple, pour tous les choses que j'entends là-dessus. Laissez-lui le temps à ça là. Mais qui affrontera donc Cédric Vitu le 4 octobre à Paris pour un cross MMA box, mais il l'affrontera bien dans un ring de boxe. Je vous laisse la parole un peu rapidement pour que je dise moi ce que j'en pense aussi. Je connais bien Salah, je ne m'en cache pas. Je sais qu'il en rêve depuis longtemps. On en a même parlé beaucoup. Il est un fan et un amoureux de la boxe anglaise, comme on peut l'être, nous, les gars. Il suit ça très fort. Il s'entraîne beaucoup là-dessus. Je pense que ça fait longtemps, c'était dans les négociations avec le KSW du nouveau contrat, c'était marqué qu'il pourrait aller boxer, donc ça fait longtemps qu'il le prépare. Donc je pense qu'il va le prendre très au sérieux. Cédric Vitu, il est très sur la fin, hein. C'est plus le Vitu qui a affronté Castano et qui était champion d'Europe ou qui a affronté Soro. C'est un très bon boxeur, mais 40 ans et qui est vraiment, oui, vraiment, vraiment, vraiment sur la pente descendante. Je trouve pas le match-up si déconnant pour un premier combat de Salah en boxe. C'est à ce niveau-là, puisque c'était un boxeur excellent, Cédric Vitu. Mais et je suis content que Salah le fasse. Donc, tu vois, j'arrive pas vraiment à me... Je le regarderai, parce que je suis un fan de sport de combat, que j'aime bien Salah, j'aime bien Cédric. Je sais pas si j'aurai beaucoup d'émotions devant ça, mais je suis content que Salah puisse le faire s'il veut. Je suis content que peut-être que ça apporte un billet à Cédric. Je sais qu'il a eu des galères aussi. Donc voilà, mais j'arrive pas à vraiment me positionner à part ce que je viens de vous dire là-dessus, Kabir. Ouais, moi, je le vois pas comme une maxi mauvaise nouvelle, un manque de respect pour la boxe. Parce que justement, comme tu le dis, c'est Salah et qu'on sait qu'il est sérieux, il a appliqué, qu'il fait pas ça par-dessus la jambe pour manquer de respect à qui que ce soit et qu'il le fait vraiment par passion et par envie. Donc, moi, c'est l'intention. Moi, je juge plutôt l'intention et je sais qu'elle est bonne. Ça reste deux sports différents. C'est aussi pour ça que bon, je pense que c'est pas déconnant de pas avoir pris justement un boxeur qui était plus actif, qui était vraiment en train en mode combat ou qui avait des volontés de devenir champion du monde par exemple. Donc pour un début, ça reste un très beau nom, une belle affiche. Après, ça reste deux sports différents. Bah, j'espère juste que ça va être une belle, pas une exhibition parce que c'est quand même un combat professionnel, mais que ça reste un combat qui va rester humble. Même si ça reste deux gros noms, restons humbles, ça reste deux sports différents. Si Salah il veut se faire kiffer avec de la boxe, qu'il le fasse. Si Cédric il peut prendre un billet, qu'il le fasse aussi. Je sais que tout ce qu'il y a autour, c'est pas forcément super négatif et je le vois pas comme une insulte pour la boxe anglaise, mais que ça reste vraiment à part et qu'on vienne pas non plus voilà, tout mélanger, quoi. Philippe, C'est combien de rounds? je sais pas encore l'info. On sait pas ça encore. Non. 10, Ouais. ça paraît beaucoup, hein. Oui, ça peut paraître beaucoup, oui. Je pense que ce sera 6 ou 8. Sans doute. Ah ouais, il a pas fait 12 rondes depuis 6 ans, hein, Cédric. Non, je Ok. pense 6 rounds, c'est bien. 6 rounds, ça peut le rendre compétitif, tu vois, le combat. Parce que bon, clairement, en prime athlétique, c'est Parnasse, hein, qui est Ouais, avec. clairement en train d'entrer son prime. Et en plus, au-delà de ça, qui, je pense, est même un meilleur athlète que Vitou de base, même quand lui était dans son prime. Et qui a une Son bonne athlète boxe, hein. exceptionnel. Qui aurait même Ouais, pas j'allais dire, continué, hein. voilà, de ce que moi je vois de ce qu'il fait en MMA, sa boxe est bien intégrée à son jeu en MMA. Mais donc, je peux pas te dire, est-ce qu'en boxe, il est capable de tenir, toi, contre tout ça là. Mais en tout cas, techniquement, il est très propre. Et de ce que j'entends sur lui, c'est un mec qui est une éponge, qui apprend très vite. Si Parnasse avait choisi la boxe à 20 ans au lieu du MMA, il serait sûrement un super boxeur actuellement, tu vois. Je sais pas, il serait champion du monde, mais il serait, toi, un mec qui est professionnel et qui a réussi, tu vois. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est cool pour Parnasse de faire
une petite parenthèse de sa carrière MMA juste pour ce combat-là. Si ça rapporte un billet à tout le monde, tant mieux pour eux. C'est ça. Mais juste que ça retarde pas ses objectifs en MMA, tu vois, genre juste que ça se passe bien. C'est pour ça que je ne veux pas que ce soit 12 rounds, ou 12 rounds, c'est pas possible de toute façon, mais que ce soit pas 10 rounds, et en espérant, oui, et pas non plus trop de crossover, tu vois, entre les deux sports le plus possible. Parnasse, ça va parce que c'est un mec qui boxe bien et qui kiffe la boxe, comme tu disais, Alex. Mais moi, je suis pas trop pour ces Non, changements de non plus, sport l'un et l'autre. ouais. C'est un truc je trouve que c'est une perte de temps. Et pour lui, ça va. Tu vois, là, ça tombe au bon moment. Et c'est le seul endroit, ouais. le KSW, c'est le seul endroit qui lui aurait permis ça. Je veux dire, Ouais. s'il va plus tard, tu vois, dans la grande ligue, l'UFC lui permettra pas de faire ça. Donc, si tu veux le faire, c'est maintenant. Et en Ouais, plus, il a raison. Ouais, ouais. Et en plus, tu prends qui? Enfin, en vrai, tu vas pas prendre un mec qui monte, parce que le mec qui monte, il va jamais prendre le risque. Même, t'imagines un mec qui monte et qui est dans le début, enfin, carrière, un Faut être bon poste, chaote. il se fait chaoter par Salah. Bon, c'est n'importe quoi. Tu vas pas prendre un mec de top niveau, parce que là, Salah, il a pas le niveau, avec tout le respect que j'ai pour lui, pour un Exactement, boxeur bien sûr, du plus haut niveau. Tu peux prendre qu'un mec un peu comme Cédric. Donc, en effet, je comprends que le match-up fascine pas les gens. Mais pour qu'ils veuillent faire ça, et tu sais quoi, même le billet, ils vont sans doute prendre une bonne bourse les deux. Mais le global, tu sais, moi j'ai beaucoup de critiques, genre je vois beaucoup de critiques, ouais, c'est Hatch qui va chercher les billets. Je suis pas sûr qu'il gagne beaucoup d'argent avec cette soirée-là, hein. Moi je C'est pense ce que j'allais te dire. ouais. Non. Hatch, il a plutôt fait ça pour faire plaisir à Salah, si tu le connais un peu, Je parce que pense que Salah, c'est plutôt un mais kiff vraiment, personnel. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, exactement. Je pense que c'est plus un kiff personnel parce que ils vont pas gagner des centaines de milliers d'euros en faisant ça, hein. C'est vraiment un truc, je vais pas dire amateur local, mais tu vois, c'est presque un truc. Il y a que les gens qui kiffent la boxe ou qui kiffent Salah qui vont y aller. Exactement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas une insulte pour le sport non plus, parce que je pense C'est que une sorte de choc dans le l'intention, elle est sang, tu cool. vois. L'intention, elle est cool. Ouais, bien sûr. Et l'ambition, elle l'est aussi. C'est-à-dire que Salah, il est jamais venu en mode bon, bah, moi, je vais devenir champion du monde en anglaise. Pas du tout. Il a dit j'aime beaucoup l'anglaise, bah, il y a une opportunité, j'y vais. ouais, il respecte ça. Ouais, vas-y, Philippe. Pourquoi on voit jamais, c'est une question vraiment anodine, hein, mais pourquoi on voit jamais de cross MMA kickboxing? Tu vois, Salah, il est bon au kickboxing aussi. Pourquoi il fait pas un truc avec un autre vieux kickboxer, tu vois, genre, c'est parce que ça, il y a moins d'intérêt, non? Parce que la boxe anglaise, Oui, malgré tout, Mm. ça rapporte quand même un peu plus, toi. ça Ça rapporte reste plus. le noble art, en fait. Prestige. Ouais, la boxe reste la boxe. Kickboxing, il La est boxe mort reste la depuis les boxe. années 2000 hein, en France. Hein. Mais voilà, Ouais, c'est un exemple, mais ouais. mais Salah, tu sais, c'est intéressant, mais Salah, je reçois jamais autant de tweets énervés que quand je tweete un truc pour dire du bien de Saladin Parnasse. Moi, j'adore Parnasse, Parnasse. Parnasse, c'est un délire. Les gens, je te jure, les fans de MMA en France, ils ont l'impression qu'il leur appartient et qu'ils doivent faire ce qu'ils veulent qu'il fasse. Exactement. Salah, il fait ce qu'il veut dans sa vie. Moi, Alors, j'adore vous pouvez le critiquer, hein. Tant que ça reste dans le respect, vous pouvez le critiquer, j'ai aucun souci. Non, c'est notre métier de critiquer ça. Critiquer tant que vous voulez, mais des fois, les trucs que je lis, pour un gamin de 27 ans, laissez-le un peu tranquille, ceux qui. C'est pour ça que je dis que j'aime bien ce petit truc de boxe qu'il veut faire, parce que c'est lui, exactement. Parce que déjà, j'adore le fait qu'il ait renouvelé au KSW il y a quelques années, qui est une organisation où il a beaucoup de pouvoir, tu vois, donc il laisse faire des trucs et tout, plutôt que de ronger l'UFC pour absolument joindre des conditions horribles à gagner 10-10, toi, tu sais, genre. Je trouve que Parnasse, il fait tout ce qu'il faut pour le moment. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Genre, C'est- donc ça, je fais confiance là-dessus, tu vois. Ça nous permet de le citer. Je crois que c'est Lucas Bourdon qui dit souvent que les fans, c'est quand même les meilleurs VRP gratuits de l'UFC, de Dana White et de son modèle d'exploitation. Et oui, Dana par-dessus les combattants tous les jours. Parce que c'est eux-mêmes qui prennent ni l'argent ni les coups, en fait. Ouais, Voilà. mais C'est celui qui prend l'argent et les coups qui a la décision numéro 1 normalement. il continue de C'est défendre. folie, hein, ouais, exactement. Il continue Les mecs de sont défendre. fans d'un businessman et pas fans des combattants. Et on finit rapidos. On n'aura pas beaucoup de temps, mais bon, ça méritait pas non plus 1 heure de podcast pour le coup, les gars. Mais vous savez combien on aime ça avec Philippe et Kabir aussi. Mercredi, le 30 juillet, on sera à Yokohama, une grande soirée Taken promotion au Japon. On connaît les soirées, 3 championnats du monde au Japon une nouvelle fois. Alors, le premier, c'est Eric Rosa. On est chez les Light Fly avec la ceinture WBA contre Kyosuke Takami. Philippe Takami, je l'ai vu un petit peu boxer. C'est un boxeur, je crois que c'est 7 KO en 9 combats. Ouais, C'est ça un frappe fort. boxeur plutôt spectaculaire, donc je pense que c'est un combat comme d'hab où on va pas s'ennuyer avec notre ami japonais. C'est pas non plus enfin, j'en ai pas grand chose à dire. Je sais pas ce que tu veux dire. Non, mais je pense que c'est un bon moyen pour lui de se faire découvrir par le public japonais. Ouais. Parce que là, il a déjà eu quelques bons résultats. Il en a 9 victoires et 0 défaites. Et Rosa qui l'affronte, moi, j'ai pas vu d'image de Eric Rosa, mais il a que 2 KO, 8 victoires. C'est 2 invaincus, donc c'est 2 petits jeunes, entre guillemets, invaincus. En undercard de ça, pour le public local japonais, c'est très bien. C'est de la lumière. C'est de la lumière Ouais, sur ouais, lui. exactement. T'as raison. Ouais, ouais. Kyosuke, il me semblait, il a 23 ans ou quelque chose comme ça, ou peut-être Ouais, 24. Enfin, c'est un boxeur quand même d'avenir, donc et on sait la qualité de ces boxeurs japonais. Donc, tu as raison, mettre un peu de lumière sur ça et pouvoir commencer à
à ce qui rentre dans la rétine des gens, c'est plutôt cool. Le co-main, pour le coup, ce sera Antonio Vargas, qui a été mis champion WBA, c'est avec la montée de Yabuki, hein, je crois. C'est ça, il était intérim et il est passé. Ah non, non, c'est pas. Excuse-moi, c'est Tsutsumi. C'est le fait que Tsutsumi soit championne in recess. C'est ça qui fait que. Ah oui, c'est ça qu'on avait parlé la dernière fois déjà. Oui. Oui, c'est vrai. C'est le fait que Seiya Tsutsumi soit Oui, c'est blessé, vrai. donc il a été passé champion définitif et qui affrontera donc Daigo Iga qui continue d'avoir des chances de championnat du monde Alors, malgré un nul et une défaite sur les 2 derniers. Donc ouais, If si I, j'avais dit. if I speak about MMA. ouais, mais alors que bon, le dernier combat contre Tsutsumi, il est fou. Enfin, C'est pour ça que j'allais te dire. Ouais. Effectivement, il est sur une défaite contre Takai et le match nul incroyable contre Tsutsumi. Ouais. Un combat de cinglé. Le round cinglé 9 furieux. de ce combat. C'est une. Donc, il est dans une must-win, par contre, pour moi, Daigo, parce que là, il a une fleur Ouais. de sortir d'un match nul et d'une défaite et d'être encore contender pour un titre. Alors, il le mérite en termes de skills parce que c'est un très beau boxeur. Super compact, solide défensivement, solide offensivement, généreux, avec des punches très courts, mais très forts. Genre, il a un crochet du gauche qui est une pépite. Pour les amoureux des crochets, là, genre, regarder un Daigo Iga, c'est vraiment bien. De toute façon, au lieu d'en parler, tous ceux qui sont interrogés, aucun doute, regardez Tsutsumi contre Daigo Iga, c'est sur YouTube. Vous regardez ça et vous me dites après si vous voulez mater ce gars combattre ou pas. Mais c'est vrai que sa carrière, elle est folle parce que, enfin, tu vois, donc après Takei, il prend sa retraite. Hein. Je sais pas si tu te souviens, Philippe. Sa retraite, alors juste un petit temps, puis il revient. Donc il a sa chance. Takei, c'était WBO Bantam. Là, c'était WBA Bantam contre Saya. Ce combat absolument lunaire, une nouvelle fois, ouais, allez-y tous, qui finit en nul. Seiya Tsutsumi se blesse, donc il est champion, il est mis sur le côté. La ceinture est remise à Vargas, qui était champion inter. Et hop, c'est Daigo Iga qui a sa chance toujours donc pour cette ceinture WBA Bantam. Donc là, ouais, c'est un must-win pour lui. Si tu veux rester dans ces papiers-là, il faut gagner là. Et juste un dernier argument avant de passer à Borna Kabir ou à Alex, pour regarder Daigo Iga, 21 victoires, 19 KO. Voilà, juste quand je te parle de puissance. Et il avait une anecdote, son manager, c'est Yogo Gushiken, qui était un champion de boxe japonais des années 70, qui était un champion incroyable des années 70, qui avait un style complètement opposé au sien, qui était genre très créatif et très innovant, alors que Iga, c'est vraiment un boxeur à l'ancienne. Et il a une qualité un peu style années 40, années 50, tu vois, la manière dont il boxe Daigo Iga. Donc voilà, moi, ça, c'est un combat que je vais pas louper. Ouais. Ouais, non, clairement. Kabir, petit truc sur ce combat ou... Ouais, très belle carte. Moi, c'est Daigo Iga. Effectivement, je l'avais vu lors de ses 2 dernières performances. Et comme tu dis, c'est un combattant dur au mal qui, dans tous les cas, on t'en parlait, hein, des action fighters. Il est typiquement dans cette zone-là et dans cette catégorie-là. Donc, ça va être cool de pouvoir le voir. Après, on verra pour la suite. Je pense pas qu'en termes, on va dire, carrière, il y ait beaucoup d'énormes enjeux. Mais en tout cas, c'est sûr que d'un point de vue spectacle, on va être régalé. Et le main event, bien sûr, parce que c'est lui la star de la soirée. Le chouchou. Frotte les mains, là. Kenshiro Teraji qui remet ses ceintures des fly en jeu contre l'Américain Ricardo Sandoval. Donc WBC, WBA pour Kenshiro, champion unifié. C'est simple. Kenshiro, tu sais, je disais ça là, c'est le mec qui crée le plus de débats. Moi, je trouve que quand tu sur le MMA français Kenshiro, quand on parle de top 10 pound for pound, et il y est depuis longtemps qu'on arrête avec ces blagues-là, c'est le mec qui provoque le plus de débats parce qu'en fait, il y a plein de gens, Philippe, je sais pas ce que tu en penses, ils ne comprennent pas la brillance de Kenshiro. Il est tellement atypique, il boxe tellement différemment des autres, mais tellement de générosité, mais il y a des gens qui ne comprennent pas en fait, qui n'arrivent pas à voir ce qu'est ce petit bonhomme, et je sais qu'on le voit tous les trois, je sais qu'on sait ce que c'est. Je pense que c'est le fameux complexe de c'est un petit. Pourquoi je regarderais un mec de X kilos alors que moi, je fais 120 kilos dans mon salon et que je pourrais le coucher? Je vous rassure tout de suite, même Kenshiro, il te couche, peu importe le poids que tu fais ou quitter. Même si tu vois rouge, là, tu sais, les gens, oh, c'est moi quand je vois rouge. Ouais, quand je vois rouge, c'est d'abord. pareil. Non, 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 non. Et surtout, au-delà de ça, apprécier la vitesse, l'exécution et surtout le mental parce que il a beau être un petit amoureux des chats, être kawaii, tout. Dans le ring, c'est pas comme ça du tout. Dans le ring, c'est une terreur. Et puis, ça a un super. D'ailleurs, c'est au passage, là, c'est pas un showcase d'un champion japonais contre un random. Sandoval, c'est un mec qui est plus que méritant et qui a des armes. Je le vois pas gagner, je vois Kenshiro gagner. Mais Sandoval, il a quand même des arguments pour challenger un petit peu Kenshiro. Je pense que c'est simple, les combats de Kenshiro, c'est soit
il domine et c'est un spectacle non-stop de feux d'artifice, soit c'est à la mort. Ouais. Et c'est méga serré jusqu'au bout. Et il se trouve que il a un cardio qui fait souvent énormément la différence. Plus, malgré sa petite taille, une puissance de frappe et une mécanique de frappe très très intéressante. 26-2 Sandoval, ouais, donc c'est un bon petit boxeur. Kabir, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ouais, bah, comme on se disait, Interagi, c'est une anomalie et une victime à la fois de, je pense, son origine et de son poids. Comme Inoue l'a été pendant de nombreuses années, hein. Tu dis ça de Teragi, mais je pense que Inoue, il est légitime pour être dans le top pound for pound quasiment depuis le début de sa carrière, finalement. Mais il a dû batailler, il a dû écraser tous les autres pour pouvoir être légitime au point qu'on puisse parler de lui. T'as dû faire une énorme propagande, hein, pour qu'en France on parle de lui. Alors que maintenant, c'est même plus ton préféré, je comprends plus rien. Non, mais bref. Tout ça pour dire qu'en fait, comme tu le disais, c'est malheureux, mais les gens, ils comprennent, tu sais, ils mélangent un peu tout quand on parle de pound for pound, alors que c'est tout l'intérêt de ce classement. C'est un fantasme, évidemment, mais de se dire que, justement, peut-être qu'il fait 53 kilos, mais justement, que tu le mettes à 53, à 73 ou à 93, il va faire des étincelles. Et c'est typiquement ça, Teragi. C'est pour ça que pour moi, il n'y a aucun doute sur sa position dans le top pound for pound. Et pour cette opposition, comme tu l'as dit, hein, je vais pas répéter et paraphraser, mais concrètement, c'est un combattant qui est atypique, mais qui est capable quand même d'être généreux, de proposer une belle boxe. Et j'ai l'impression que, en fait, il est très adaptatif. Comme tu le dis, en fonction de ses combats, il peut à la fois te rouler dessus, comme être ultra bon défensivement. Et en fait, il a une capacité d'adaptation, une intelligence de combat et une constance qui fait qu'il arrive toujours à dominer les échanges et parfois finir avec style. Mais en tout cas, dans tous les cas, il fait du dégât, il marque ses points. Et voilà, victime de sa catégorie, de son origine. Mais clairement, c'est un combattant qu'il faut suivre et on lui laisse. On espère qu'on le verra encore bientôt. Kilo. Pipa, vas-y. Juste un petit mot, il a 33 ans quand même, Kenshiro. Voir à quel moment tous les kilomètres qu'il a au compteur commenceront à se faire voir. Euh, Récemment, il est toujours très très fort, hein. Moi, il est dans mon top 10 pound for pound. Il est dans mon top 5 des boxeurs actuels que je préfère. Euh, Contre Canizares, il avait beaucoup galéré quand même. Parce qu'il était tombé sur un mec qui arrivait à timer son jab correctement et contrer derrière et le faire reculer. Si tu enlèves son jab à Kenshiro, c'est pas facile à faire, mais c'est très difficile pour lui de continuer à avancer. Ou alors, il est obligé d'entrer dans ces guerres épaules, coup au corps. Et Canizares, même s'il a perdu, il avait perdu, je crois, par décision majoritaire. Il avait fait un bon travail vraiment de timer les jabs de Kenshiro et le faire reculer. Et puis, bon, la seule défaite qu'il a, c'était contre Yabuki. Ouais. Qui l'a Puis mangé? la rematch avec Brio. Le combat, Ouais. le 1 est une dinguerie. D'ailleurs, c'est un combat qui domine, juste il se fait KO à la fin, il se fait attraper, quoi. Parce qu'on disait qu'il pourrait arriver à des Usyk et tout, tu vois, genre le coup voilà, qu'il ne faut pas prendre. Et bon, dans le rematch, il n'y avait pas de débat, par contre. Donc, c'est ça que je voulais te demander, Alex. En cas de victoire de l'ami Kenshiro, est-ce qu'on fait une trilogie ou est-ce que toi, tu penses que cette trilogie, elle n'a pas lieu d'être? Moi, je veux la voir juste pour le fun. Ouais, Mais moi Yabuki, on rappelle, il est champion dans la même caté désormais. En Ouais, IBF. oui, IBF. pardon, ça, Il est IBF, ouais. champion IBF, IBF. il y a Olasquaga en WBO qui me plaît bien aussi. En vrai, les deux match-ups sont assez fous, puisque c'est une revanche aussi, Olasquaga, qui l'avait fait dans la caté d'en dessous. Ce côté, vous dites, les gars, moi, n'importe lequel des deux de match-up, il me va, en fait. Mais après, je veux un des deux, Olasquaga ou Yabuki. Tu dis, les gars, c'est vrai qu'il peut être touché, en fait, mais c'est ça qui fait sa beauté. C'est-à-dire que tu es toujours sur le bord de ton siège avec Kenshiro, parce qu'il peut mettre KO, il peut se faire mettre KO, il te donnera toujours de la générosité. Ouais, en fait, je disais tout à l'heure, ce que je vous dis, si t'aimes la boxe, je ne comprends pas que tu puisses pas aimer Kenshiro. C'est impossible. C'est la boxe qu'on aime, quoi. Et je te l'avais dit, Kabir, quand on avait fait l'émission Pound for Pound, souviens-toi, mais si tu connais les petites catégories et que tu aimes les petites catégories, le run, les 10-12 derniers combats de Kenshiro, c'est une dinguerie. Ouais, Il prend que des tueurs à gages. Et il fait que des guerres avec eux. Et la majorité, il a de l'adversité, mine de rien. C'est ça le truc, hein. On parle des petites catégories. C'est sûr que c'est ouais, pas les ouais. catégories les plus populaires, mais comme tu le dis, hein, tu parlais d'Olasquaga. Il y a des tueurs encore, hein. Donc c'est sûr qu'il y a clairement j'ai mieux matière pour à toi, faire. Philippe. J'ai mieux pour toi, pour la suite. Il a 33 ans. Je l'avais vu parler. Je sais que ça ne durera pas très, très, très longtemps, Kenshiro. On n'aime pas voir un mec venir avec les intentions de Cafu contre Bam? Ah, alors, justement, Let's go. Pour qu'il touche un gros chèque. Pour qu'il touche un gros chèque. Parce que Kenshiro, il le mérite de toucher un gros chèque dans un gros combat. Tu l'envoies au feu, hein, parce qu'il va le perdre, ce combat. Mais tu l'envoies et tu me fais Kenshiro Bam. Ouais, là, ouais. Alors, pour le spectacle, Ouais. je sais pas combien de temps ça va durer, hein. Ouais. Ça sera peut-être moins de 6 rounds, moins de 4 rounds, mais c'est méga fun.
Ah, C'est ça va n'importe quoi. exploser. Feu d'artifice. S'il doit perdre, il va perdre avec honneur. Ça, c'est sûr et certain. Et là, il va y aller, ouais. En plus, alors attends, en termes de style, parce que, bon, évidemment, Bam serait favori, mais c'est pas si facile que ça non plus pour Bam. Ah, il va en prendre. Hein. Techniquement, il y a quand même du travail en face. Mm. Faut déjà retirer le jab à l'autre, lui retirer tous ses coups au corps. Toi, quand même, il a quand même un truc, Kenshiro, qui est stylé, que peut-être Bam maîtrise, mais ne le fait pas tant que ça, c'est qu'il change de rythme énormément. Kenshiro, tu le vois, il est à 1 mètre de toi, il bouge sa tête à gauche, à droite. Ouais, Il a c'est un bon mouvement bizarre. centaine de mouvements. Et puis tout d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, quand il pousse sur sa gauche, il peut soit balancer son bras droit, toi, en direct, ou toucher avec le coup au corps, avec le crochet avant. Et juste ces deux armes, bah, ça lui fait tout le rematch contre Yabuki, par exemple, tu vois. Ouais. Juste cette double option, cette double arme, quoi, il faut en choisir l'un ou l'autre. C'est ce qui fait qu'il place sa droite et qu'il le met KO. Et bah, ça, c'est des trucs qu'il fait naturellement très bien et qu'il fait en passant de très lent à moyen rapide ou en changeant le tempo très facilement, tu vois. Souvent, on dit que les combattants japonais sont généreux dans l'effort, comme si c'était 0 à 100 du début à la fin. Kenshiro, il est capable également de jouer dans des nuances, tu vois, de rythme comme ça. Et quand il est trop en galère également, c'est un bon counter-puncher aussi. Il l'a prouvé contre Canizares, c'est comme ça qu'il a sa victoire. C'est que même contre les cordes, il arrive à sortir ses uppercuts, ses crochets au corps et tout. Donc voilà, non, c'est intéressant comme idée. Ouais, en tout cas, n'importe quel des 3 match-up. Philippe, donne-moi Yabuki, donne-moi Oleskoga, donne-moi Bam. Mais je trouve qu'il le mériterait d'avoir ce gros combat parce que ce serait un combat qui aurait un peu de lumière dans le monde de la boxe. Donc pour l'ensemble de son œuvre, Kenshiro, et pour le spectacle que ce serait, donnez-moi Kenshiro Bam. Merci messieurs, c'était un plaisir comme d'habitude de débriefer tout ça. C'était un gros programme parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire en boxe cette semaine et il y en aura beaucoup à dire sur le Ali Revival Act la semaine prochaine. Rendez-vous bien sûr sur Jab Life dans Jab Nook. On vous dit à tous merci, n'hésitez pas dans les commentaires, dites-nous tout ce que vous avez pensé de tous ces combats et de tout ça. Et on sera avec vous dès la semaine prochaine pour votre rendez-vous hebdomadaire boxe sur notre chaîne des sports de combat. Salut à tous et à bientôt sur Jab Life. Ciao les gars.